Bon, écoute, pourvu que ça dure. Et t'as lancé le live là? Ouais, c'est bon, le live est lancé. Donc là, normalement, celles et ceux qui nous écoutent sont déjà en mesure de nous voir. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai vérifié sur Twitter et sur LinkedIn. Normalement, les deux sont live. Donc, écoute, on va déjà commencer peut-être par saluer tout le monde, même si ça prendra certainement un petit peu de temps avant que tout le monde nous rejoigne. Et on va commencer d'abord par dire bonjour à Oussama. Salut, comment vas-tu? Ça va bien toi? Écoute, ça va, très très bien. Et Arnaud, ça va? T'as passé une bonne journée? Écoute, ça va, un peu, pas mal, assez active la journée, assez intense, mais ça va, tout va bien. Ravi d'être ici ce soir. Alors aujourd'hui, c'est la première de À Point. Et exceptionnellement, et le temps effectivement de laisser les gens arriver, on va faire une introduction un peu plus longue que d'habitude, ne serait-ce que pour vous raconter un petit peu comment il est né ce concept. Et je me suis replongé dans notre conversation, Arnaud, et en fait, cette idée, elle vient de toi. Le 14 juin dernier, tu C'est précis, m'envoies hein. Ouais, mais là, j'ai remonté vraiment. Hein. Et tu m'envoies un message, et tu es vrai. Exceptionnellement, je vais spoiler nos conversations privées. Spoil. Et tu m'écris: Hello, je songe à lancer un live LinkedIn hebdomadaire. Est-ce que tu vois des synergies entre nous? Alors, il faut rappeler évidemment qu'on se connaît parce que tu es chroniqueur dans mon émission sur Twitter, mais aussi parce qu'on se rencontre régulièrement dans l'écosystème crypto. Et même si je ne suis pas habitué au format vidéo et LinkedIn a fortiori, j'ai répondu que j'étais très chaud. Après plusieurs discussions sur le format, on se met d'accord sur quelque chose qui nous plaît tous les deux, une émission d'interview sans filtre, sans concession, dans laquelle on va recevoir des personnalités de la finance, de la tech, des médias, des entrepreneurs. Au début, ça devait s'appeler Sur le grill. Et puis, on s'est rendu compte, tu t'es rendu compte, heureusement que tu es là en fin connaisseur de la propriété intellectuelle, que le nom était pris. Et donc, on a changé à la dernière minute pour À Point. Et ça me plaît bien. Et c'est comme ça qu'À Point est né. Alors d'abord, pour commencer, Arnaud, si tu veux bien, avant qu'on s'intéresse pleinement à notre invité du jour, Oussama, d'abord, pourquoi tu as voulu lancer ce format et qu'est-ce que tu attends de ces interviews, toi, Arnaud? Ouais. Pourquoi? Alors désolé s'il y a de la réverbération. C'est vrai qu'avec le micro, alors j'ai censé avoir pris un micro un peu haut de gamme, mais on entend vraiment de l'écho ou pas? Ça va, c'est mieux que lorsqu'on fait les... Je suis désolé, Max. Bon, je vais essayer d'améliorer le setup au fur et à mesure parce qu'en fait, ou alors il faut que je demande à Oussama de m'acheter des peintures pour mettre sur les murs. Peut-être que du coup, ça sera mieux. Non, en fait, le concept, il est venu assez simplement. Moi, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Les podcasts, c'est mon truc. J'aime beaucoup ça. J'en écoute énormément. Mais je trouve que globalement, c'est quand même assez convenu. Oussama, tu me diras ce que tu en penses, évidemment, mais je trouve que c'est assez convenu parce que ça tourne un peu souvent autour des mêmes questions. On les a à l'avance, les questions. Donc, en réalité, on peut se préparer souvent, pas toujours, mais on peut quand même se préparer pas mal. Ça manque parfois, pas toujours, mais ça peut manquer de spontanéité. C'est un peu comme dans la télé. Hein. Tu fais la différence entre une émission qui est en live versus une émission qui est en différé. Différentiel est monstrueux. On peut aimer TPMP ou ne pas aimer. Enfin, il faut quand même reconnaître à Hanouna la capacité de faire du direct depuis de nombreuses années maintenant, et ça crée une fraîcheur que tu retrouves difficilement dans des émissions qui sont, on va dire, vues, revues, préenregistrées 50 ans. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est le côté interactif potentiel. Un peu comme justement, toujours dans le parallèle média, ce qui est passé dans la radio, quoi. La différence entre un France Info et un RMC, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que RMC, c'est possibilité de donner aux auditeurs la capacité de pouvoir interagir avec la radio, ce que d'ailleurs beaucoup de radios ont repris derrière. Et je trouve que la spontanéité et le côté interactif, c'est quelque chose qui manque beaucoup au podcast. Encore une fois, je ne sais pas, parmi ceux qui nous écoutent, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai écouté plein de podcasts où à chaque fois, j'avais des questions à poser. Ça me brûlait les lèvres. Et du coup, après, j'envoyais des messages LinkedIn aux mecs qui en avaient absolument rien à faire, et c'est bien normal. Et concrètement, il me restait comme un certain sorte de mauvais goût dans la bouche. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir un format où justement, à la fin, dans l'idéal, on essaye déjà d'avoir de la fraîcheur et accessoirement de pouvoir aussi permettre aux gens qui nous écoutent de poser leurs questions, et je suis sûr qu'elles seront nombreuses. Voilà.
Je pouvais que accepter évidemment ce format. Moi, c'est ce que je fais déjà dans GM Web3. On fait des interviews régulièrement. On a reçu plus de 250 invités et à chaque fois, c'est à peu près le même concept. On a 1 heure de discussion avec un invité et effectivement, on n'envoie jamais les questions à l'avance et on y va et on parle et on se laisse aller. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté. Bien, ça, c'était pour la petite intro, le temps de laisser arriver un peu les gens. On va rentrer maintenant dans le vif. Ça aurait pu s'appeler Avif. D'ailleurs, j'y ai pensé, mais c'est déjà pris. Voilà, Avif existe déjà. Donc, voilà, comme ça, vous avez tout le, le cheminement de pensée sur le nom du podcast. Alors, d'abord, on va évidemment expliquer notre premier invité. Pour la première, il nous fallait un invité emblématique. Et en fait, ce choix, il est vite porté sur Oussama. Et merci, Oussama, de t'être prêté au jeu, d'avoir eu la gentillesse d'essuyer les plâtres de ce format. Comment vas-tu ? Super, merci. Bien. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai plein de questions. Mais d'abord, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux, rares certainement, qui ne te... Alors, j'en ai rencontré un aujourd'hui qui ne te connaît pas. Voilà, mais sinon, tous celles et ceux à qui j'ai dit que j'allais recevoir Oussama, on y reviendra sur ce qu'ils disent, mais tout le monde te connaît. Mais aujourd'hui, on a vu un qui m'a dit non, jamais entendu parler, donc comme quoi ça existe encore un peu. Est-ce que tu peux te présenter voilà, succinctement ce qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais ? Je m'appelle Oussama Amar, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai fait plusieurs boîtes. Je suis connu pour avoir créé The Family, qui a été un incubateur de start-up emblématique de la French Tech, que j'ai dirigé pendant 10 ans pratiquement. Et maintenant, je suis connu pour me foutre sur la gueule en public avec mes 2 anciens associés. Et sur le côté, en side project, j'ai une boîte de dessin animé en IA. Voilà. Ok, excellent. Bah, tu nous en parleras tout à l'heure. Alors, j'apprends à utiliser en plus le logiciel de podcast. Donc là, je vais mettre des petits inserts et tout comme ça. Voilà, je découvre. Je suis comme un gamin qui découvre un nouveau jouet. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu On va planter le décor, parce que quand on lit Oussama Amar sur Internet, le premier mot il y en a d'autres qui sortent, mais le premier, c'est entrepreneur. Alors, j'aime bien ce mot-là, évidemment. J'ai été, Arnaud l'est encore aujourd'hui, j'en reçois tout le temps, mais c'est vrai que ce mot-là, il fait pour certains un peu rêver, pour d'autres, il faut encore peut-être l'expliquer. Tu peux nous raconter ton parcours d'entrepreneur ? De ce que j'ai lu, ça aurait commencé avec une agence web qui s'appelle Sebaloc. C'est Caloc, Comme ça. c'est Caloc, ouais. Comment tu dis C'est Caloc, Ah, alors là, je l'ai mal écrit. C'est Caloc. Écoute, c'est un parcours assez simple qui a été assez storytellé par la presse, etc. Mais grosso modo, j'ai gagné un ordinateur assez jeune, j'ai appris à coder, j'ai fait un site internet, on m'a donné de l'argent. Je trouvais ça génial. Je me suis dit, je peux faire plus d'argent en vendant plus de sites internet. Et puis, j'ai commencé à vendre des sites internet. Alors, aujourd'hui, on dit une web agency, je sais pas quoi. Enfin, moi, à l'époque, j'avais pas du tout conscience d'avoir une agence ou quoi que ce soit. J'avais des copains geeks qui n'avaient pas de grande valeur de l'argent. Je vendais un site internet 30 000 francs. Mes copains le faisaient pour 5 000 francs. Puis moi, je gagnais 25 000 francs et je trouvais ça incroyable. Et je trouvais ça magique, surtout que j'avais grandi dans une famille où on m'avait expliqué en long, en large et en travers que le travail, c'était la souffrance. Que le C'est quoi travail... ton background, toi, quand tu dis j'ai grandi dans une famille, t'es né en région parisienne, t'es né en France, c'est quoi ton... Je suis né au Liban, j'ai grandi à Kinshasa, je suis venu en France après. Ok. Grande famille libanaise, tribu libanaise, quoi. Mon oncle et ma tante avaient le restaurant libanais de Tours. D'ailleurs, ils ont toujours les 2 restaurants libanais de Tours. Le Beyrouth et le Sidon, rue Colbert, s'il y a des Tourangeaux qui nous écoutent. J'imagine que tu suis un peu ce qui se passe en ce moment au Liban. Tu as encore de la famille là-bas ? Au Liban, ouais, j'ai plein de familles. Je viens du sud Liban, donc je viens d'un endroit où ils ont plein de beepers. Donc, ils sont... On dit que les beepers, c'est ceux du Hezbollah qui l'ont, mais en fait, est-ce que c'est dans la population ? Est-ce que c'est diffusé massivement ? Ou est-ce que vraiment, ils ont ciblé seulement les beepers du Hezbollah, si tu connais le sujet ? On peut dire très franchement, j'en sais rien et je m'en fous. Ok. Mais alors, à un point, mais tu peux pas savoir à quel point je m'en fous, c'est une région qui ne vit que de terreur, de guerre, de haine et de conflits. C'est un conflit dont je suis sorti très jeune parce que
Même dans ma famille, ils me cassent les couilles avec ça et j'en peux plus. Je pense qu'il y a pas vraiment de solution à l'horizon. Tant que tous auront un amour beaucoup plus passionné pour leur fierté, leur gloire, leur ego que pour leurs enfants, il n'y aura pas de solution. Et vraiment, vraiment, je le dis, hein, je sais que ça fera hurler, que je me ferai machin. C'est vraiment un sujet qui me passe complètement au-dessus de la tête parce que j'ai l'impression que c'est un sujet où quoi que tu dises, tu as perdu en fait. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas, tu vois, on est arrivé à un tel niveau de n'importe quoi général et de violence et de machin que ça me semble être plus un sujet qui me concerne en fait. Et je suis libanais, On a tellement. j'ai sorti ma famille du Liban cette année, j'ai sorti tous les gens qui voulaient sortir, j'ai aidé, on s'est organisé avec mes cousins pour payer pour tout le monde de la paix. Le point de vue de ma famille, c'est d'avoir été chercher la paix là où elle était et d'être ami avec tout le monde, même les Arnaud Toiti de la planète. Tu vois que les Oussama Ammar avec les Arnaud Toiti de la planète. Il est Jérémy Cohen aussi Et ou... les Jérémy Cohen, bien sûr, avec plaisir. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu en Better Call Saul aujourd'hui un rabbin. Et il m'a dit, bon, je suis un peu désolé, je sais pas quoi. Et je lui dis, pourquoi et il me regarde, il me dit, non, mais c'est vrai, je suis un peu con de te dire ça. Vu ta gueule, j'étais sûr que ça se passerait bien. Non, mais Et ça m'a fait plaisir. est-ce que Oussama, ça dit quelque chose sur toi, ce côté un peu stoïcien où finalement on s'intéresse seulement à ce sur quoi on a la main? Et là, visiblement, tu nous expliques que comme le conflit, on parle du conflit au Proche-Orient, il est devenu peut-être tellement difficile à manier, dans le sens à avoir la main dessus. C'est pour ça que tu t'y intéresses pas ou plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais sur d'autres actions du quotidien, c'est-à-dire te concentrer sur ce sur quoi tu as la main, ou est-ce que quand même, J'essaye de ne m'intéresser que ce sur quoi j'ai la main. c'est ça? C'est Ok. bouddhiste, stoïque, c'est ce que tu veux. Moi, je pense que c'est du bon sens. J'ai jamais trop compris la passion des gens à s'égosiller pendant des heures sur des sujets où ils n'ont aucun pouvoir. Euh, je suis très heureux de vivre à Dubaï pour ça. Parce que Dubaï, terre de paix et d'harmonie, et c'est très mal vu de parler politique à Dubaï et ça me plaît. J'aime bien ce côté, genre, c'est mal poli, tu vois, vas-y, dégage. Et j'aime bien l'idée, tu vois, moi je préférais qu'on parle business que politique, quoi. Mais par contre, on voit dans tes. Et on digresse, et j'aime bien, et ça me va bien. Et pourtant, alors, je me suis intéressé à toi, évidemment, en vue de cette interview, mais j'ai évidemment pas pu tout regarder ni tout écouter. Mais du peu que j'ai regardé de tes contenus, que ce soit les invités ou même tes vidéos personnelles, tu abordes tout type de sujet, qu'il soit Oui. l'écologie, la cancel culture, le rôle des femmes, l'entrepreneuriat. Donc, tu penses dans le sens penseur, tu penses la société, tu fais pas Ouais, que du business. je pense que je pense la société parce que c'est la façon la plus simple de faire du business. Tu peux pas faire du business en étant déconnecté du réel, tu vois. Imagine, je lance un falafel israélien dans le sud Liban actuellement. Je risque de pas. Je vais être le seul client, je vais devoir bouffer tous les falafels, je vais être dans la sauce, tu vois. Donc, Donc, tu fais tout par le prisme de l'argent. évidemment que être intéressé à l'état du monde et comprendre l'état du monde et avoir une espèce de grille de lecture, c'est important. Mais la question, c'est est-ce que c'est ton obsession, est-ce que c'est le centre de ta vie et c'est pas le centre de ma vie. Après, je pense que mes contenus sur Internet, les gens voient surtout les shorts. Dans les shorts, il y a une disproportion de ces sujets-là parce que c'est les seuls sujets qui deviennent viraux. Donc les gens ont l'impression que je parle de ça, mais en fait, par rapport à ma production de contenu annuel, sur les centaines d'heures que je produis par an, c'est quelques dizaines de minutes, et ces dizaines de minutes deviennent le centre d'attention de tout le monde, surtout des gens qui m'aiment pas. Et c'est vrai que ce format short a tendance à distordre mon image et rendre mon image un peu incontrôlable, mais bon, Mais c'est tu le en jeu. joues, c'est toi qui montes. Pas du tout. Je n'ai jamais joué. Moi, Non, je veux dire que c'est toi qui fais les montages sur ta chaîne, ou tu as quelqu'un à qui tu dis fais-moi un montage, il faut faire des vues. jamais. Non? 99% des shorts que tu vois de moi sont montés par des gens que je connais même pas. Ok. Ok. Bah, je me rappelle, tu es passé chez mon copain Benjamin au Crypto Daily,
Et effectivement, il m'a raconté à quel point donc la vidéo de base, elle avait fait évidemment beaucoup de vues. Tu étais avec Darkemy, mais il me disait que les mecs en fait se sont emparés de la vidéo, ils ont fait des shorts et ils ont fait des millions de fois plus de vues que lui avec sa propre vidéo. Donc à l'économie du contenu, on fait de l'argent sur le contenu des autres, quoi. C'est impressionnant. Exactement. Ok, très bien. Alors, bon, moi, j'ai une petite liste de questions. Je vais te poser la première. Ça va concerner l'affaire The Family, pour laquelle on va rappeler. Donc, tu as été condamné par la juridiction des îles du Caïman. Alors, tu me corriges évidemment, parce que parfois, il peut arriver que dans la presse, il y ait des choses qui soient erronées. Donc, pour détournement de fonds, et tu as refusé là-bas. Première erreur. Je n'ai pas du tout été condamné pour détournement de fonds. Ok. Le procès au Caïman n'est pas un procès pour détournement de fonds. C'est un procès sur une perte de chance sur un investissement qui n'a pas lieu et la responsabilité de cette perte de chance. À force de répéter bêtement détournement de fonds dans tous les articles et tout le machin, on imagine un sujet où j'ai caché de l'argent et j'ai détourné de l'argent. Mais il n'y a aucun argent caché. Tu l'as utilisé à des fins personnelles. C'est plutôt ça qui revient. Non, c'est pas ce qui revient. Ce qui revient, c'est que cet argent a été utilisé à des fins personnelles. La Cour de cassation, cette semaine, a dit mot pour mot qu'il n'y avait aucune preuve de détournement qui n'avait jamais été apportée dans aucune juridiction et que la décision des Caïmans ne valait rien parce qu'elle n'était pas documentée, elle n'était pas motivée. Aujourd'hui, faire appel. Tu disais que selon toi, c'était pas assez contradictoire comme processus judiciaire. Ouais. Donc l'appel ne fait que démarrer au Caïman, c'est pour te dire. Donc tu as interjeté appel. J'interjette appel le 21 novembre. Mais ça, c'est à Londres ou c'est au Caïman? Non, c'est au Caïman. D'accord, ok. Alors, tu vois, pour le coup, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vraiment, sur la toile, encore une fois, j'ai un peu travaillé, mais tu vois, c'est vraiment pas très clair. Donc, merci de rétablir ça. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre à Londres, c'est ça? À Londres, c'est fini. J'ai pas pu me défendre parce que j'avais pas les moyens de me défendre. Ok. Donc, j'ai été condamné par défaut. Et donc, il va y avoir une audience de quorum pour savoir le montant de ma condamnation. Mais il faut voir la dinguerie de la condamnation. Donc encore, je vais mettre... Si tu veux, avant de rentrer dans le détail, parce que évidemment, ça va nous intéresser, mais en fait, moi, ma question, c'est pas tant de revenir sur toutes les étapes judiciaires, même si on finira par ça, parce que moi, j'aime à ce qu'à la fin de ce sujet, on sache l'état de la situation, ne serait-ce que pour toi et ce que les gens savent et pensent de toi. Mais surtout, comment toi, tu peux nous raconter The Family, c'est quoi au début? C'est quoi le projet? Et ensuite, après, tu sors carrément du sujet là. Non, parce que ça va y venir. Parce qu'au début, ça se passe bien. Tu dis que tu l'as fondé, enfin que tu l'as peut-être fondé ou cofondé, et tu l'as géré pendant 10 ans. Donc, c'était un incubateur, un accélérateur de start-up, c'est ça? Ouais, c'est un peu tout ce que tu veux. The Family, c'est un ovni. Mais c'est un ovni parce que les gens essaient de mettre des étiquettes au lieu d'essayer de comprendre la problématique. La problématique en 2013, c'est que l'écosystème des startups français est toxique. Toxique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des startups qui auraient dû réussir échouent. C'est ça un écosystème toxique. C'est pas qu'une startup qui devait échouer échoue. C'est qu'une startup qui devait réussir échoue. Et c'est à cause de centaines d'éléments de subtilité que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il faut rentrer dans le détail, parce qu'il ne faut pas être dans la caricature, parce que c'est pas qu'une histoire d'état d'esprit, c'est pas qu'une histoire de loi. Et la mission de The Family, c'est de s'attaquer de façon systémique à tous ces problèmes. Donc, première mission, il y a un problème de mindset. Donc, on fait des vidéos sur YouTube pour changer le mindset des entrepreneurs. Ensuite, il y a un problème de financement. Donc, on crée le BSAR, qui permet de faciliter les financements. Il y a un problème de relation avec les grands groupes. On va créer une boîte de conseil pour lier les grands groupes aux startups. Il y a un problème d'éducation des employés. On va créer la plus grande école qui existe toujours, qui s'appelle Lyon, de formation d'employés qui veulent travailler dans les startups, où c'est très différent comme environnement d'un grand groupe. Et donc, petit à petit, on a réussi à vraiment à aborder les problèmes pour que des startups qui auraient dû être étouffées par l'écosystème réussissent à obtenir des term sheets qui étaient du jamais vu en France. Algolia, 20 millions, Payfit, je ne sais pas combien de millions, Captain Train, etc. Et donc, je pense que c'est un travail qui a été réussi. Hein. Notre portefeuille parle de lui-même.
concrètement, pardon, vous investissiez donc en equity Non, dans ces boîtes. on Non, pas du n'investissait tout. pas. On prenait C'était quoi votre modèle économique? Parce 5%, qu'aujourd'hui, les... Ok, 5% du capital ok, en échange de notre présence. ok. grosso modo. Et si les gens n'étaient pas contents, ils avaient un an pour changer d'avis et reprendre leurs 5%. Donc, c'était Sympa. satisfait ou remboursé. Il n'y avait pas de grand sujet de discussion. Peut-être juste précision, Oussama, par rapport au modèle économique. Après, a posteriori, est-ce que tu regrettes pas le fait de ne pas avoir quand même mis en place un système avec des fees, même s'il y a un write-off parce que vous prenez en equity derrière, mais est-ce que tu penses pas qu'il Non, aurait fallu avoir un modèle économique en ayant quand même du récurrent pour pouvoir non, gérer les charges fixes le, que vous aviez, qui étaient quand même pas négligeables? le modèle économique de The Family a passionné tout le monde et personne ne l'a compris, sauf les gens qui étaient à l'intérieur. Alice et Nicolas m'attaquent à temps plein en justice avec des factures à plusieurs millions depuis 4 ans, en n'ayant pas fait un seul deal, et ils n'ont pas l'air d'être à court d'argent. Donc, de toute évidence, le modèle économique de The Family est plus que réussi, si on peut se payer autant d'avocats. Le modèle économique de The Family était parfait parce que c'était un modèle d'alignement d'intérêts. Quand tu commences à prendre des fees ou quand tu commences à prendre des commissions sur les levées de fonds, tu n'es plus aligné avec les entrepreneurs. Ils faisaient la force de The Family, c'était cet alignement d'intérêts complet. On ne gagne que si les entrepreneurs gagnent. Et tu vois, quand tu prends des commissions sur les levées de fonds, le client, c'est plus l'entrepreneur, c'est le VC qui signe le chèque. Alors, tu as raison sur les commissions, mais sur le fixe. Si demain, si vous étiez amené à, je sais pas, je te prends un exemple, vous donnez du conseil et vous dites concrètement, je vais prendre 5% au capital, très bien, mais que je vais d'habitude, j'en sais rien moi, les prestations de conseil, prix de marché, c'est ça, et en réalité, on va Et avoir des donc prix de après, marché qui vont être très compétitifs. En quoi ça donc, désaligne les intérêts? parce qu'on aurait été une saloperie de prestataire de service. Ça veut dire que j'aurais travaillé pour les entrepreneurs et ils auraient été ils auraient été mon client, en fait. Ça aurait été terrible. On n'est plus à égalité. Si tu me payes une facture de conseil, bah, tu vas devoir demander la qualité des conseils, tu vas commencer à réclamer des choses. Pourquoi tous les consultants du monde font du travail qui ne sert à rien? Parce que c'est leur seule façon de justifier leur facture. Moi, j'étais très content de ne rien faire dans une startup, de prendre 5% et d'avoir un impact sur cette startup parce que The Family avait créé un environnement qui crée un impact systémique, tu vois. Ok, je comprends, mais pardon, juste Jérémy pour la précision, je comprends ton point, mais du coup, derrière, le modèle fait que comme on est sur une logique où normalement, quand on prend une participation sur une startup early, on sort sous 7-10 ans, tu vois. Ouais, Arnaud, ouais. Société Générale a payé 270 000 € pour une journée de conseil à The Family. On n'avait aucun mal à faire du cash. Ok. Sur la partie On formation avait grand besoin. groupe. Il y avait zéro besoin d'aller prendre de l'argent aux entrepreneurs. Il y avait un sujet à The Family de croissance, il y avait un sujet d'être beaucoup plus gros qu'on l'était, de tension financière, parce qu'on cherchait à faire quelque chose de légendaire. Mais si on avait voulu gérer ça de façon pépère et père de famille, on n'aurait jamais eu de tension de cash. Encore une fois, le marché de l'événementiel, le marché du sponsoring, le marché de l'éducation était largement suffisant. Tu vois, avec un Mindio ou un Business Pro, de l'équivalent de coup d'État maintenant, Ouais. on fait des millions tous les ans. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet, en fait. Encore une fois, On va avancer sur le sujet. le gros problème de The Family, c'était comment avoir un impact structurant sur les boîtes et surtout d'être aligné avec eux, parce que l'alignement avec les entrepreneurs, on n'en parle pas assez, mais il y a très, très, très peu d'acteurs qui sont vraiment alignés avec les entrepreneurs. Les VC ne sont pas alignés, la BPI n'est pas alignée, l'État n'est pas aligné. Il y a vraiment très, 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 très peu d'acteurs qui sont dans la même classe que l'entrepreneur. Non, mais d'autant que ce qui est intéressant dans ton modèle, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un modèle dont s'inspire énormément d'incubateurs. Cube3, Pirates Lab, je parle du Web3, qui est un écosystème dans lequel j'évolue. C'est pareil, ils prennent entre 5 et 6% en equity. Et le but du jeu, c'est de s'engager non pas sur les moyens, mais sur les résultats. Parce que quand tu payes une prestation, tu t'engages sur les moyens. Ça marche pas. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu as facturé ta prestation. Ce que vous faisiez avec The Family est beaucoup plus en ligne avec ça. Donc, pour le coup, je suis pas surpris de cela. Si on revient, donc The Family, on comprend ce que vous faisiez. Effectivement, visiblement, il y a eu des belles réussites. Comment toi, tu as vécu justement la fin de l'accusation de tes associés? Est-ce que c'était des amis? Est-ce que c'était des collègues? Et donc, tu l'as vécu forcément différemment? Ça s'appelle The Family.
Je te laisse imaginer ce que c'était. Ça s'appelle pas The Family pour rien, c'est pas du marketing. Non, mais écoute, de toute façon, pendant le Covid, on n'a pas vécu sur la même planète, on a divorcé pendant le Covid, et après, toutes les histoires ne sont que le résultat de ce divorce. Hein. Je veux dire, on a eu un vrai changement, on a eu une vraie divorce de philosophie entre moi qui n'ai pas voulu respecter les règles Covid et eux qui les ont respectées à la lettre. Ça a montré un vrai gouffre de philosophie entre le pirate et la marine. Tu peux préciser, parce que c'est pas clair, c'est-à-dire un dissensus sur les règles Covid, tu parles de quoi? Eux, ils se sont confinés. Moi, j'ai voyagé à travers le monde. Enfin, Ok. moi, j'ai fait des dîners à la maison, on a fait des fêtes. Et Alice, ça l'a rendue malade. Elle m'envoyait 10 messages par jour en mode c'est pas normal. Et puis, bon, de ce petit, tu sais, c'est comme tout. C'est vraiment ça le fond du truc, un truc aussi con que chacun vit son confinement différemment. Ça m'a l'air absurde en fait. Bah, c'est peut-être parce que tu n'as pas de relation humaine intense dans la vie. Et pourtant, si, mais justement, Ça m'étonnerait. on respecte les choix de chacun. Ouais, non, je te jure, vraiment, à l'époque, moi, j'avais ma boîte pendant le Covid. On a instauré du télétravail. Certains bossaient de chez eux, d'autres venaient au bureau. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Mais je suis pas en train de te dire, en fait, tu es un peu l'idiot utile là, dans ta question. Parce qu'en fait, c'est comme quand quelqu'un te dit je suis avec mon mari depuis 20 ans et un jour, il a fumé une clope, il m'a mis de la fumée dans la tête, j'ai divorcé. Donc, c'était une accumulation, on est d'accord. C'est pas le Non, Covid. c'est pas une accumulation, c'est une rupture. C'est une rupture. On était tout le temps ensemble. Le Covid nous a déconnectés. Dans cette déconnexion, ça nous a amené à ne plus nous supporter. Le Covid a été la première histoire de distension. Ça commence par le Covid, après c'est les notes de frais, après c'est le mode de fonctionnement de The Family, Ok. après c'est le SPV, après c'est tout ça. Et à la fin, tout ça remonte à une vision du monde où en fait, moi j'ai voulu rester un pirate et je me suis retrouvé avec deux corsaires quoi, qui avaient envie de passer du côté de la marine et d'être plus blanc que blanc. Ils ont eu besoin de dire que tout était de ma faute et rien n'était de la leur. Puis ils ont commencé à raconter cette histoire à eux et aux autres. Et puis ce qui avant les arrangeait bien, quand tout marchait bien, d'un seul coup, leur était insupportable. Et c'est devenu une analyse juridique a posteriori. Après, je t'avoue que moi, à chaque étape, quand ils m'ont menacé d'aller dans la presse, j'ai quand même dit à tout le monde, ils sont pas assez cons pour faire ça. Puis bon, ils l'ont fait. Après, bon, cette procès, je me suis dit, c'est quand même pas assez con pour faire ça, on va trouver un accord. Puis après, ils l'ont fait. Après, quand ils m'ont vraiment mis sous terre avec les procédures, les frais, les machins, les freezing, je me suis dit, bon, on va leur faire une offre. Ils sont quand même pas. Enfin, ça va, quoi. Ils ont refusé l'offre. Puis voilà, aujourd'hui, on en est là. Bon, comme tous les procès, il y a un proverbe gitan espagnol qui dit « Je te souhaite plein de procès et surtout que tu les gagnes ». C'est une malédiction gitan. J'ai, depuis le début de cette affaire, essayé d'être du côté de la construction et du côté de l'après. Moi, mentalement, je suis passé à autre chose. Je les ai effacés de ma mémoire, je les ai effacés de ma vie, je les ai effacés de mon entourage. Je m'en fous, en fait. Et eux, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait un deal. En fait, ce que je trouve le plus dingue, moi, dans cette histoire, Ça, c'est intéressant, ça. C'est que personne leur dise mais si vous êtes si fort que ça, pourquoi vous n'avez pas remboursé les investisseurs avec... Ils n'ont rien fait. Rien fait, pas un deal. Et soi-disant, c'est impossible tant que les affaires juridiques ne sont pas finies. Ah oui, bah évidemment, il faut bien trouver. Oui, évidemment. Bon. Donc voilà, bon. J'ai compris. Alors, on va rester sur le sujet incubateur. Je pense que sur The Family, on est revenu sur ce sur quoi on peut revenir. En précisant, Jérémy, en précisant bien évidemment que de toute façon, c'est important que tout le monde le sache et c'est l'avocat qui le rappelle, mais qu'il y a la présomption d'innocence et il est important de le préciser et que tant que les affaires ne sont pas jugées de manière définitive, il faut respecter la situation de chacun et pas porter de jugement hâtif parce que souvent sur cette affaire, on voit des prises de position d'un côté comme de l'autre et il faut impérativement respecter ça. Et s'il y a des articles de presse, des choses comme ça qui parfois, tu l'as dit tout à l'heure, sont
très alambiqués sur les qualifications juridiques ou prennent des positions un peu caricaturales, un peu trop fortes. Il faut encore une fois être extrêmement respectueux de ça envers Oussama, envers Nicolas, envers Alice, envers tout le monde sur ce sujet. Super important. J'espère que les gens qui nous écoutent ont aussi ça en tête. Voilà, juste pour la petite précision. Tu as raison et merci pour ça. Restons dans le sujet incubateur, puisque tu as récemment annoncé un nouvel incubateur qui va s'appeler The Labyrinthe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et surtout Non, mais c'était juste, pour être honnête, j'en avais marre d'entendre Nicolas Collin dire chez Mathieu Stéphanie que c'était pas possible, que le modèle n'était plus possible, que plus personne ne voulait donner de l'equity gratuitement. Tu l'as pris comme un défi. Comme un défi, comme un post LinkedIn. Donc, un post LinkedIn, 20 startups x 5%. Dedans, il y a des gens intéressants. Je vais les aider en secret parce que mon nom est tellement toxique que si je commence à dire que j'ai investi chez eux, ils vont avoir des emmerdes, etc. Donc, résultat, je ne vais pas prendre d'equity chez eux. Parce que si je prends de l'equity chez eux, The Family va venir me casser les burnes toute la journée en disant que c'est freeze, etc. Mais ça m'amusait de juste leur foutre dans la gueule 20 startups qui lèvent des fonds grâce à moi comme side project et pour montrer en fait que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, mais ma capacité à structurer un entrepreneur, l'aider à être meilleur qu'il est, l'amener à obtenir des résultats extraordinaires qu'il n'aurait pas obtenus par lui-même, et ben ça, c'est le travail d'un coach. Un coach, c'est pas un entrepreneur. Je ne prétends pas être le meilleur des entrepreneurs, mais je sais comment amener un entrepreneur à donner le meilleur de lui-même. Et comme au foot, tu n'as pas besoin d'être le meilleur joueur de foot pour amener une équipe de foot au top. C'est des qualités différentes. Je pense qu'en 10 ans à The Family, j'ai compris des choses sur la nature humaine, sur la motivation, sur l'énergie, sur l'ésotérisme startup, sur l'invisible, qui font que même aujourd'hui, en ne l'ayant pas fait une seule fois depuis 4 ans, je n'ai pas perdu la main et je peux encore le faire. Et voilà, c'était. Après, pour être honnête, je n'ai pas du tout envie de continuer cette activité. Je trouve que c'est une activité extrêmement dure mentalement d'aider les succès des autres. Je l'ai fait 10 ans, j'ai donné ma part. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie moi-même de me confronter à l'entrepreneuriat à nouveau. Et donc, j'ai envie d'améliorer le côté formation en ligne, etc. J'ai fait une première version avec Yomi Business Pro. On est en train de travailler sur Business Pro version 2, qui est vraiment comment accompagner quelqu'un de 0 à 1 sans que j'ai besoin d'être derrière lui, 100% en autonomie, 100% en ligne. Et j'ai envie de faire ma boîte de dessin animé, j'ai envie de raconter des histoires et de faire des choses que dans un domaine complètement différent et utiliser une autre force et une autre qualité de ma vie que j'ai utilisée à The Family de façon un peu dérivée, qu'est le storytelling, et que j'aimerais utiliser là, tu vois, dans l'écriture et dans la réalisation d'histoires qui fascinent les gosses et les vieux, quoi. Ok. Donc concrètement, The Labyrinthe ne verra peut-être pas le jour. Si, ça va voir, je te dis, ça va être 20 startups. 20 startups qui vont une par une révéler qu'elles seront dans le labyrinthe a posteriori quand elles auront bien réussi. Et puis, d'accord, ok. Donc on dira un statement. Et puis, si ça se trouve, d'ici que ces 20-là aient levé des fonds, j'aurai plus de freezing order et je pourrais prendre 20 startups de plus sur le côté comme un hobby pour avoir un peu d'equity. Et puis voilà, quoi. Ok. Très bien. Très bien. On va avancer un petit peu. Et notamment, on va parler de sport. Tu as parlé tout à l'heure de l'exemple de l'entraîneur, en tout cas du président de club de foot, qui n'était pas forcément le meilleur joueur de foot. J'ai lu aussi que tu t'intéressais à un club de basket à Limoges. Pareil, alors, d'où te vient cette passion, que ce soit pour le basket, pour Limoges, pour les deux donc, pour 1 euro symbolique, c'est ça qui te vient. Essaie de réfléchir 2 minutes. Moi, je suis là pour poser des questions. Hein. Après, vas-y, réfléchis 2 minutes. Avec tes réponses. Mais réfléchis 2 minutes. Regarde la date de l'article. C'était en... Bonne question. Je ne l'ai pas là, mais je crois que c'était cette année dans tous les cas. C'était en avril. Donc, c'est dans le cadre du labyrinthe? Le 1er avril. Ouais. Ah, c'était une blague? J'ai jamais acheté de club. C'est un journal qui a fait une blague sur mon nom, quoi. Ok.
Et après, les gens sur Internet, ils en font la vérité. Et tu viens de me démontrer 99% de ma vie, en fait. Ouais. Et donc, tu penses que c'est ça la réputation de mytho? C'est les gens qui font des mythos sur toi? Ouais, justement, c'est ça que je voulais te poser comme question, Oussama, parce que tu vois, regarde, il y a des commentaires, il est fort pour raconter des histoires, etc. C'est intéressant parce que tu vois, il y a d'un côté, il y a des gens qui font appel à tes services, avec qui j'ai pu parler X ou Y raison, et qui sont extrêmement dithyrambiques. C'est-à-dire concrètement la valeur que tu leur apportes, notamment dans les Better Call Saul, etc. Il y en a certains. Enfin, c'est un gamin à jouer club, si tu veux. C'est-à-dire on dirait que tu lui as ouvert, enfin, c'est Moïse, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment, et je n'exagère même pas. Et effectivement, tu en as d'autres. Alors, souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément discuté en direct avec toi, C'est qui ont même une toujours vision un peu. discuter. Ouais, bien sûr, mais bon, voilà, qui ont une vision un peu, tu vois, gourou, mytho, tout ce que tu veux. Comment t'expliques ce décalage-là entre, d'un côté, quelqu'un qui. Bah voilà, incontestablement, en tout cas pour ceux qui font appel à tes services, vraisemblablement, en tout cas moi, ceux à qui j'ai parlé, qui sont quand même extrêmement positifs, et puis de l'autre côté, d'autres personnes qui considèrent en gros que c'est que du vent, quoi, pour résumer, tu vois. Bah, c'est la beauté d'Internet. Si tu veux, il y a 3 dimensions là-dedans. Il y a une dimension. J'ai raconté des blagues dans des podcasts qui ont été montés et qui m'ont fait passer pour quelqu'un qui raconte des histoires. Tu prends l'exemple de mon plan A4 avec Drake. Tous les jours, il y a un mec qui me dit « Ouais, t'es un mytho, t'as pas pu faire un plan A4 avec Drake. » Et donc, moi, je prends ça comme un test d'intelligence. Hein. Si les gens ne perçoivent pas l'humour et ne perçoivent pas l'ironie quand ils voient une vidéo ou quand ils voient une anecdote, et s'ils sont manipulables au point de ne pas voir la source de l'info et qu'ils ne savent pas juste lire une info et voir la portée de cette info, bah, je ne peux rien faire pour eux, quoi. Ensuite, il y a la dimension où moi, j'ai raconté des anecdotes qui ont l'air invraisemblables, même que je n'ai pas racontées, comme les Yakuza, comme mes voyages, comme ma vie, etc. Arnaud, tu connais beaucoup de gens dans mon entourage qui te raconteront des anecdotes invraisemblables sur moi. J'attire ces anecdotes-là, je cherche ces anecdotes-là, je cherche cette vie. Et cette vie est plus large que la majorité d'un public qui ne devrait pas m'écouter. Moi, j'ai un public YouTube. Je fais des vidéos YouTube pour les entrepreneurs qui sont longues, profondes. Je fais des podcasts de 2 heures. Les formats short ont amené un public qui est complètement désaligné avec moi, qui n'a aucune idée de ce qu'est le monde dans lequel je vis, qui ne se rend pas compte des opportunités que j'ai au quotidien. C'est-à-dire que j'en suis à me faire traiter de mytho. Les 3 derniers mythos qui m'ont fait le plus rire, c'est j'ai dit que mon père était canadien. Alors, mon père est canadien, il a un passeport canadien, je peux rien y faire. Et tu as 400 mecs sur Twitter qui disent ah, qu'est-ce qu'il invente encore comme histoire, celui-là. Non, mais donc, c'est-à-dire que les gens n'imaginent pas qu'en fait, les Libanais ont plusieurs nationalités. Okay. Bon, ok, très bien. Ensuite, j'ai raconté que mon frère avait un fax et que le président du Paraguay est venu et il y a un mec là qui est obsédé par moi sur Instagram, qui fait plein de vidéos, etc. Et qui dit ah ouais, tu mériterais l'Oscar pour cette histoire et tout. Je ne sais pas quoi lui dire en fait. Mon frère, il s'appelle Hossein Ali Jaber. Il a eu une carrière incroyable. Il a eu lui-même des problèmes en tout genre. Il a conseillé Lula. Il a été entrepreneur au Brésil et il a créé la boutique Sharp au Paraguay en 1992. Et oui, mon frère a créé ça et il avait un fax et le président du Paraguay, il est venu envoyer un fax de chez lui et j'y peux rien en fait. Et les gens, ils me croient pas. Ça a l'air d'obséder les gens de savoir si les histoires sont vraies ou pas. J'ai pas que ça à foutre d'aller raconter des fausses histoires. Moi, ce qui m'intéresse en racontant ces histoires, c'est que c'est de montrer, un, la richesse de la vie, deux, la richesse des opportunités, et trois, dire aux gens de ne pas s'enfermer dans un espèce de carcan réducteur, franco-français, rien n'est possible, rien, tu vois, il n'y a jamais rien de... il n'y a jamais rien de concret et d'agréable et de souhaitable. Même le pauvre Inoxtag, tu vois, le mec, il fait un truc incroyable. Je me dis, ah bah là, au moins, tout le monde va être content. Et les gens, ils arrivent à trouver de la haine. Et je me dis, mais attends, en fait, on peut rien faire pour eux, en fait. Et c'est comme ça, mais c'est Internet. Et donc, évidemment, mon image Internet, Oussama, le mytho, etc., bon, elle est ce qu'elle est. 99% des gens qui me connaissent, c'est à travers cette image-là.
Bon, j'y peux rien, c'est la vie. Kipling, dans son poème, il a dit ignore ce que les gens disent de toi et ça ira bien. J'ai pas une grande fascination pour les compliments des gens, donc je n'ai pas une grande attention à leurs critiques. Moi, ma vie, elle est très très simple. Je me lève le matin, je fais des choses qui me font profondément kiffer, je crée, j'aide les gens à créer. Profondément, mon sens de vie, c'est la création, depuis toujours. J'ai créé plein de choses, j'ai aidé les gens à créer plein de choses. Si je tombe sur quelqu'un de talentueux, mon cerveau s'allume et j'ai envie de l'aider, et j'ai envie de l'aider avec toute l'énergie du monde, et j'ai envie de faire des choses talentueuses, légendaires, j'ai envie de créer des choses qui marqueront l'histoire. Alors, ce qu'on dit sur moi sur TikTok en 2024 par Jojo le Clodo qui pense qu'il a le moindre intérêt parce qu'il monte sur mes épaules et il essaie de faire le buzz avec mon nom en faisant croire qu'il est Sherlock Holmes. Bon, je n'y peux rien, quoi. C'est pas mon problème. On va passer maintenant aux crypto. C'est un sujet qui est prégnant dans ma vie, dans celle d'Arnaud aussi en partie, bien sûr. Alors, j'ai lu que tu avais commencé à t'y intéresser au moment du Covid. Est-ce que déjà c'est vrai ou est-ce que ton intérêt pour le sujet il est antérieur? Non, je m'y suis intéressé bien avant, mais j'ai pas compris avant. J'ai pas compris. Je suis vraiment trop con. Je devrais être beaucoup plus riche que je le suis, mais je suis trop con. C'est quand la première fois que tu en as entendu parler, justement au moment où tu n'étais Ah, pas moi, assez... la première fois que j'en ai entendu parler, je peux te dire, il y a un truc factuel. Hein. Il y a l'une des premières conférences sur Bitcoin en France a été organisée à The Family en 2013. Et la vidéo était, avant que The Family efface toutes les vidéos YouTube, elle était en ligne, donc je suis sûr que les gens pourront la retrouver. Puis il y en a eu d'autres en 2015, 2016, 2017. Vous aviez incubé des projets Web3 ou pas du tout? Non, on n'a rien compris. Vraiment, je te dis, on est passé à côté. En fait, nous, on avait un logiciel VC en tête. Et donc, on a vu le Bitcoin, on a acheté des Bitcoins, on a fait x10. C'était en 2014. Ok, merci, permissionless. On a acheté des Bitcoins, on a fait x10. On a trouvé qu'on était des génies absolus. On les a vendus, on a été en vacances. Et après, on a vu que ça faisait fait x1000. On s'est dit, putain. Donc, on a racheté, on a refait x10. Et on s'est dit, cette fois, on est des génies. Et ça a refait à nouveau, je sais pas combien. Et en fait, on n'a pas capté le truc. Et c'est vrai que j'ai pas capté le truc pendant très longtemps. J'ai eu une épiphanie pendant le Covid sur Bitcoin, où je suis devenu un Bitcoin maximaliste pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, j'ai vu les gouvernements nous ôter nos libertés, faire n'importe quoi et tout. Et je me suis dit, mais attends, en fait, il y a un problème. Non, c'est moi, désolé. Je me suis dit, une monnaie décorrélée de l'État, décorrélée de tout tiers de confiance des banques, etc. En fait, c'est un instrument de survie beaucoup plus important qu'il en a l'air. Vraiment, ça m'a truc. Et après, il y a la notion smart contract que j'ai comprise à la sortie du Covid, où en fait, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable qu'on puisse faire des transactions et des contrats sans intermédiaire et sans permission. Et là, je me suis dit, putain, il y a 1 milliard de trucs à faire. Après, bon, la communauté crypto, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est quand même rempli de gens, je sais pas comment le dire, je vais encore me faire plein d'ennemis qui vont me tomber dessus, mais bon, disons que j'ai pas, la communauté crypto me fait pas rêver, on va le dire comme ça. Quand tu parles de la commu, parce que en fait, la communauté crypto, on peut la segmenter en 3-4 parties. Non, mais même l'élite, tu as les investisseurs, tu as les builders, donc les porteurs de projets. Même l'élite ne fait pas rêver. Vitalik, il me fait pas rêver. Il est très intelligent, mais il me fait pas rêver. Il n'y a pas un Steve Jobs. Tu as entendu chanter à Singapour? On va éviter de parler de ça. Ok. Tu vois, en fait, c'est un monde très cringe, très. Après, en même temps, je comprends. Tu gagnes des milliards tellement vite quand tu as raison dans ce milieu. Puis tu fais quoi après, en fait? C'est hyper dur de rester motivé, de travailler si tu n'as plus de raison de grind.
Et si tu n'as pas appris à grind avant, tu vois, il y a tellement de gens, je sais pas, je rencontre des mecs, ils ont acheté des Dogecoin, ils ont fait 100 millions et depuis, ils sont pétrifiés. Là, ils sont pétrifiés. Genre, la méduse est passée par là, quoi. Mais c'est pas facile. Je leur jette pas la pierre, en fait. Il y a rien à. Enfin, il y a tout à jeter. Non, Bitcoin est au-dessus du lot. Moi, je trouve que l'écosystème Bitcoin est au-dessus du lot. Je trouve que la tech Solana est au-dessus du lot. Je connais pas grand-chose non Tu es dans plus. la tech Solana. C'est rapide, c'est fiable, c'est pas cher. C'est con, hein, mais ça permet grosso modo, pour moi, Solana, c'est Ethereum avec un peu de business sense, quoi. C'est aussi bête que ça. Sans la décentralisation et avec les pannes. Ouais, mais ça, je m'en fous. Ah, tu t'en fous. Ok. Complètement. Cette obsession. En fait, je pense que la vraie décentralisation, il n'y a que Bitcoin qui l'a eu. Et les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent en crypto, hein. Arnaud pourra confirmer mes propos. De toute façon, tant que tu n'es pas soit mort, soit membre d'un service de renseignement, soit prêt à disparaître, la décentralisation, ça n'existe pas. Parce que si demain, le gouvernement américain il veut se faire Vitalik, j'ai hâte de voir la gueule d'Ethereum quand le gouvernement américain va tomber sur Vitalik. Donc en fait, c'est des single point of failure, les fondateurs, les fondations, les boîtes. C'est très, très dur, en fait, ce concept de permissionless. Et Bitcoin, il a réussi ce concept de permissionless. C'est miraculeux. C'est miraculeux qu'on ait une institution reconnue par les US, aussi grande, aussi puissante, et qui soit vraiment permissionless. Vraiment, moi, ça me rend très optimiste, hein. Satoshi nous a fait un cadeau à l'humanité hors du commun. J'ai souvent une blague, je dis que Satoshi, c'est un voyageur temporel ou c'est un alien, parce qu'aucun humain ne pourrait résister à ça. Après, quelqu'un récemment m'a dit ouais, peut-être qu'il est juste mort. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il est juste mort et c'est pour ça qu'il a réussi cet exploit de ne pas se révéler, de ne pas se doxer. Mais voilà, donc je pense qu'il va se passer une tonne de choses dans l'écosystème Bitcoin. Je pense qu'il va y avoir un immense ménage qui va être fait dans les cryptos, dans les projets à 2 balles qui vont d'une part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont prétendu être des utilities alors que c'était juste des securities. Et que eux, ils vont tous se prendre dans la gueule à un moment donné leur mémo et leur compliance, et ils vont passer des années et des années en avocat. Et que, en fait, c'est vrai que Bitcoin est l'opportunité de bâtir des choses vraiment. Et alors, d'ailleurs, quand je réfléchis vraiment à ce qui m'enthousiasme dans le monde des cryptos, le vrai sujet qui m'enthousiasme dans le monde des cryptos, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les cryptos qu'on ne peut pas faire sans les cryptos. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé de beaucoup transférer des choses du Web 2 dans le Web 3. Et je pense que ce n'était pas la bonne démarche. Je pense que la bonne démarche, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme service public, comme application qui serait inimaginable dans le Web 2 parce que justement, elle nécessite le trustless, la décentralisation, le settlement immédiat, etc. Et je pense que le niveau technique et le niveau d'imagination des pièces d'infrastructure qui arrivent avec tout ce qui est en train de se passer autour, tu vois, par exemple, quand tu vois la boîte de David Marcus, qui s'appelle comment déjà David Marcus, c'est sa boîte, c'est. Désolé. Trou de mémoire. Lightspark. J'allais dire SparkMate. Lightspark. Quand tu vois une boîte comme Lightspark, qui est littéralement en train de faire une enterprise graduation infrastructure for payment and settlement payment in Bitcoin, quand on va pouvoir payer sur Internet immédiatement par le réseau Bitcoin pour très 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 peu cher des vrais sites Internet, ça va changer la carte de l'argent. Ils ont un projet qui s'appelle, je crois, MoMA. Attends, je suis vraiment mauvais avec les noms. Non, UMA, Universal Money Account. Ouais, c'est ça, UMA. Qui, grosso modo, est un pont entre Bitcoin et le monde fiat, avec un numéro de compte unique pour que tout le monde puisse se connecter et envoyer de l'argent partout dans le monde sur le réseau Bitcoin tout en le recevant en stablecoin. On parle de la première stablecoin, enfin, il y en a déjà eu, mais de la première grosse stablecoin institutionnelle sur le réseau Bitcoin. C'est tout ça qui m'intéresse, en fait. Les mêmes coins, les trucs à 2 balles, machin, bon, c'est bien, ça fait de l'argent. Les gens spéculent, ils sont au casino, tant mieux. Mais
je pense que c'est pas ça l'avenir des cryptos. L'avenir des cryptos, c'est des boîtes hyper ambitieuses qui utilisent la puissance des cryptos et on n'est pas encore à 1% de ce que les cryptos vont permettre dans ce monde. Et donc, c'est hyper intéressant comme point de vue sur Bitcoin et son potentiel. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes narratives. Memecoin, c'est le truc du moment avec airdrop, tout ça, depuis 6 Oui, mois. mais ça, c'est les, tu vois, Et ça, ça, c'est les conneries des crypto bros. Ça. on est d'accord. Et ça, pour le coup, Les narratives. on va en parler, je pense que Ouais, c'est la narrative du moment, c'est la façon de niquer les gens en ce moment. Donc en ce moment, on nique les gens avec les mêmes coins. Okay. Non, en tout cas, c'est la façon de. C'est aussi une manière, je pense, hein, de faire patienter les gens en attendant le prochain bull. Parce qu'il faut bien faire quelque chose pendant ce temps-là. Il n'y a rien que ça, tu vois. Mais non, mais je dis pas que c'est bien. Imagine, non, mais une industrie où les gens attendent leur argent dans un bull run. On dirait que c'est des religieux. Bah, la pluie va venir. La pluie va venir. Et oui, mais il y a un côté. Winter is coming. Winter is coming. Lagarde, mais ça, c'est tout ce qui me. Tu comprends. Tout ce qui fait ne pas respecter le monde. Et à côté, il y a d'autres narratives qui sont peut-être un peu plus sérieuses. Et j'aimerais justement savoir si tu t'y intéresses et si tu y crois à tout le moins. Par exemple, les RWA, la tokenisation des actifs financiers, des actifs de la vie réelle, immobilière, financière, etc. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse que... Non. J'y crois pas. J'ai jamais cru. Pour l'instant, j'ai raison. En fait, ça me fait rire parce que c'est vraiment des trucs. C'est des trucs de gens qui ne connaissent pas le monde réel. C'est genre, ouais, je vais tokeniser mon immeuble et comme ça, je vais me rendre compte que mon immeuble, il n'a aucune valeur. La base du business, c'est l'absence de liquidité. C'est ce qui fait que les gens, comment on devient riche. On devient riche parce qu'on a une asymétrie d'information. Le jour où tu as tous les actifs sur une blockchain publique avec leur valeur en temps réel et en settlement immédiat, ça va ressembler au marché des NFT. C'est-à-dire que ça va tout tendre vers zéro. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que la liquidité est bien inférieure à la valeur. Regarde, tu as un immeuble à New York. Tu tokenises ton immeuble. Tu vas te rendre compte de quoi? Tu vas te rendre compte qu'en fait, si tous les immeubles sont tokenisés, eh ben, la liquidité sur le marché immobilier, elle n'est pas aussi élevée que tu imagines. Les gens vont commencer à faire des indicateurs d'état réel de l'économie immobilière et le niveau des crises va être x10 de la bourse. La liquidité en bourse, c'est un outil à double tranchant. C'est pas pour rien qu'on a passé 50 ans à mettre des régulations pour rendre l'entrée en bourse des sociétés de plus en plus difficile. Parce que c'est quoi la tokenisation? C'est juste une IPO cachée, en fait. C'est tu rends liquide quelque chose qui ne devrait pas. Et les gens ne voient pas, en fait, ce que les gens ne comprennent pas très souvent dans ces discours naïfs, c'est qu'ils voient l'UX en se disant que l'improvement in UX, je parle en franglais, désolé, mais que l'amélioration en interface utilisateur, de l'expérience utilisateur est en fait source de bonheur, alors qu'en fait, elle est source de destruction de valeur. Pour ça, j'ai jamais cru à ces trucs. Mais tous ces trucs, pour moi, cette narrative, elle est vraiment fondée sur une méconnaissance. Alors, mais tu vois, tiens, par exemple, il y a une boîte là qui fait la même chose dans les bouteilles de vin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Interstellar. Ouais, bah, ça, j'y crois à fond. Mais pas parce que je crois au NFT ou à la narrative RWA, parce que là, l'utility de ne pas bouger la bouteille est immense. Tu as besoin de statut, dire quelle bouteille tu as, et donc tu as un portefeuille que les gens peuvent consulter, qui est certifié. Donc tout ce qui est status as a service, j'y crois beaucoup. Et tu as vraiment une utilité immense à créer de la liquidité parce que la demande est supérieure à l'offre. Et donc, tu vois, autant la narrative RWA me fait rire, mais autant il existe des applications RWA qui vont gagner. Mais le coup de je mets ma maison en RWA et je vends des coupons de ma baraque, vas-y, je te regarde, quoi. Ouais, je vois. Non, c'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue. On a aussi la finance décentralisée. Tu parlais tout à l'heure de l'inclusion financière, la capacité demain à pouvoir processer des paiements sans contrainte, sans tiers de confiance. Alors, je vais plus loin, mais je pense que tu viendras avec moi sur le rôle de cette inclusion financière dans les pays émergents, lutter contre l'inflation, lutter contre les sanctions, notamment liées au dollar et à l'extraterritorialité du dollar. Tous ces sujets-là aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des activités, est-ce que tu accompagnes ou est-ce que tu suis des entrepreneurs qui travaillent justement dans les pays émergents et qui voient la blockchain pas du tout comme un outil de spéculation, mais comme un outil qui va permettre de,
je vais utiliser un terme un peu pompeux, mais de libérer les peuples et les entrepreneurs dans leurs transactions, le microcrédit, et donc vraiment la finance décentralisée et plus inclusive. Ça, j'y crois beaucoup, même si je pense que la bataille va être violente parce que les mecs en face ont quand même vachement intérêt à pas laisser ce truc se faire. Donc ça, contrairement à RWA, je pense que le besoin, il est immense. On va prendre juste un truc tout bête et on pourra avoir une discussion un peu technique avec Arnaud. Le monopole bancaire français. Parlons de ce scandale intersidéral. En France, les banques ont le monopole sur le prêt. De quel droit? Si là, je veux te prêter de l'argent, il y a 1 milliard de règles qui limitent le montant, la nature du prêt, la déclaration du prêt, etc. Il n'y a pas de marché peer-to-peer du prêt et les banques ne peuvent pas être mises en concurrence avec tout le monde. Pourquoi? Parce que le prêt est un mécanisme d'émission de la monnaie. Et donc, pour contrôler le stock de monnaie. Alors, bonjour, le résultat, on l'a vu pendant le Covid, les mecs ont laissé la planche à billets. Donc, ils nous ont fait croire qu'avec les banques centrales, tout ça était sous contrôle. Ils nous ont prouvé que ce n'était pas mieux sous contrôle que si c'était. Donc, dans ce cas-là, pourquoi privilégier le monopole bancaire? Donc, la crypto pourrait être une solution incroyable aux prêts décentralisés avec settlement automatique, smart contract, securities as a service. Enfin, quand tu commences à ouvrir cette porte, c'est un monde merveilleux qui s'ouvre à toi. C'est-à-dire que des gens à qui la banque ne pourrait pas faire confiance pourraient mobiliser auprès de leur communauté, etc. Mais il y a 3 problèmes. Problème numéro 1, l'obsession de la préservation du consommateur. Ah, le petit porteur, le pauvre petit chéri, il s'est fait avoir, il a mis son argent, on lui a menti, machin, blablabla. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le crémier, la crémière, le cul de tout le monde. Enfin, ça ne marche pas. Donc, en fait, il y a un moment, soit tu libéralises et tu dis, bah, c'est la jungle. Et donc, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en profiter et il faut les punir extrêmement durement. Parce qu'on a une blague en France, c'est que les crimes financiers ne sont pas vraiment punis, mais personne ne peut rien faire. Tu te dis, mais attends, on ne pourrait pas faire l'inverse. On peut tous faire des trucs, mais les gens qui déconnent vraiment, ils se prennent vraiment de la tôle. Bah déjà, à mon avis, ça changerait la structure d'incentive. Ensuite, le deuxième problème qu'on a, c'est d'expliquer aux gens qui empruntent que leur responsabilité, elle est automatique et qu'ils ne peuvent pas magouiller, machin. Et ça, mine de rien, c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent avec les crédits, qui font des crédits relais sur le crédit, qui machin. On a des gens qui ont bâti des milliards comme ça. Patrick Drahi est le dernier exemple en date. Il a démontré un talent extraordinaire à jouer avec le leverage bancaire. Bah, ça, tu vois, il le paye aujourd'hui, hein. Ouais, il le paye. Bah, il est en train de tout vendre. Ça, c'est ce qu'on te raconte dans la presse. Ouais. Ah, c'est pas vrai, ça non plus? Non, pas du tout. Il a des trusts, il a des. Enfin, en fait, la vérité, c'est que son engagement réel et son collatéral réel sur la dette est beaucoup plus faible qu'on l'imagine. Et il va en sortir très, très grand gagnant de ça. Et encore une fois, les journalistes ne font absolument pas leur travail d'éducation, d'explication et d'information parce qu'ils ne comprennent rien, en fait. Ils croient que le mec, il a pris un crédit à la conso, quoi. Et qu'il a du mal à payer ses échéances. Ensuite, le troisième problème qu'on a avec la finance décentralisée, c'est la complexité de tout ça. C'est que les interfaces utilisateurs, comme tu vois la DeFi jusqu'à présent, avec les bridges, les wallets, les trucs. Moi, je connais personne qui à un moment n'a pas perdu de l'argent en cliquant sur le mauvais bouton. C'est vraiment un truc. Et c'est censé être, ça le point. Donc, je pense qu'il y a une opportunité incroyable, mais que le camp d'en face va lutter pour sa survie. Les banques ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Et il faut avoir des conversations plus fondamentales que les conversations crypto habituelles. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de DeFi s'il n'y a pas une abolition du monopole bancaire. Et le monopole bancaire, il faudrait que tous les gens dans la crypto luttent pour le supprimer une fois pour toutes. Ok. Tu veux peut-être répondre quelque chose, Arnaud, là-dessus, puisque Oussama voulait avoir ton avis sur Je pense que au-delà déjà sur la question du RWA, bon, j'aurais une vision qui est un peu moins critique que toi quand même, parce que tu vois, tu expliques que finalement la tokenisation immobilière, ça apporte pas grand-chose, mais pour rappel, la tokenisation immobilière, c'est du crowdfunding Web3. En fait, en réalité, ça existe depuis 20 ans déjà, le crowdfunding, la capacité à pouvoir faire du financement participatif.
Parce que pour rappel, la tokenisation de biens immobiliers, en réalité, c'est soit tu tokenises des usages en lien avec le bien. Dans ce cas-là, tu peux faire des choses comme le time sharing, par exemple. Soit tu vas tokeniser effectivement les actions d'une société ou les obligations qui seront émises par la société. Et dans ce cas-là, en réalité, c'est du crowdfunding on-chain. Donc finalement, alors je suis pas en train de dire que c'est un game changer. Là, on voit bien que le marché de la tokenisation et d'ailleurs du crowdfunding en général, immobilier notamment, est en grande difficulté parce que le marché immobilier est en grande difficulté. Par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans l'absolu, le principe même qui consiste à faire du financement participatif sur des biens immobiliers, je ne sais pas s'il est condamné ad vitam aeternam. C'est peut-être la manière avec laquelle c'est fait qui n'a pas forcément été adaptée et que lorsque tu promets des rendements de 6% sur un truc qui à la base paraît un peu risqué, c'est pas forcément alors que 6% ça reste quelque chose d'extrêmement résiduel. Bah, finalement, tu te retrouves en compétition avec des SCPI qui sont plus sécurisantes et qui t'offrent des rendements qui sont souvent plus élevés. Je pense que le sujet il est plus là. Après, sur le monopole bancaire et de manière générale sur ton rapport à la crypto, moi j'ai peut-être une question quand même. Je vois un petit paradoxe, mais peut-être que tu vas expliquer qu'en réalité non. Mais au moment où tu nous as parlé Covid and Co, tu nous as dit que finalement tu étais quelqu'un de très, enfin ce que j'ai compris en tout cas, arrête-moi si je me trompe, mais assez libertarien finalement, c'est-à-dire ce côté liberté individuelle, etc. Bon voilà, pas besoin de donner mon avis sur la question. J'ai une notion qui est un peu plus limitée je pense que le côté libertarien n'a pas forcément que des qualités, mais ça on pourra en parler dans un autre débat. Mais c'est vrai que la blockchain, la crypto, c'est sur le papier, en tout cas, la définition même de redonner justement à chacun du pouvoir. Donc, ça devrait, encore une fois, en théorie, être quelque chose qui t'attire particulièrement. Et c'est pour ça que des mecs comme Musk sont extrêmement attirés par le Web3 en général, euh, notamment pour des questions philosophiques. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à te suivre là-dessus. Ouais, mais c'est tout mon point en fait. C'est mon point, c'est qu'aujourd'hui, les projets crypto ne sont pas du tout dans cet alignement philosophique. Qu'en dehors de Bitcoin et de l'écosystème Bitcoin maximaliste, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent du système. Hein. Non. Et tu le sais très bien avec toutes les autorisations. Ah oui, alors voilà, parce que là, du coup, on fait le lien, on fait le lien avec le monopole bancaire. Là où effectivement, je rejoins Oussama, c'est que le monde de la crypto, et d'ailleurs, je le dis suffisamment, je m'en épanche suffisamment sur LinkedIn à longueur de poste, le monde de la crypto est petit à petit absorbé par la finance traditionnelle, et donc forcément par les banques, et donc forcément d'une certaine manière par la centralisation. Je suis d'accord. Après, s'il s'agit d'avoir des vœux qui sont évidemment pieux, comme celui de se dire qu'on va arrêter le monopole bancaire, bah, si tu veux, ça ne devrait pas être pieux. C'est là où je suis très déçu, en fait, de l'industrie crypto. C'est que, je veux dire, Satoshi aurait dû être le premier d'une longue série de pirates, et il a juste été le dernier. Peut-être, mais peut-être, sauf que derrière, tu vois, même si, ok, allez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont sûrement dans le domaine de la crypto et qui ont peut-être des projets en DeFi, etc. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font de la DeFi, ok, très bien, dont acte. Ils ont une vision maximaliste de la liberté, voilà, il faut que je sois ultra décentralisé. Sauf que la vérité, c'est quand tu as des gouvernants et des régulateurs, pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la protection de l'investisseur et de l'épargnant, ce n'est pas forcément une mauvaise raison à la base, mais en tout cas qui sont obsédés de manière compulsive par ça. En fait, la réalité, c'est que tu as beau être le plus grand des pirates, à part t'enfuir dans un paradis fiscal et réglementaire et espérer qu'il n'y ait pas de convention d'extradition et qu'on vienne jamais te chercher, bah, la réalité, c'est qu'au final, tu vas te faire rattraper d'une manière ou d'une autre par la réglementation. Et la réglementation, elle est un peu dirigée par ceux qui, d'une certaine façon, ont de l'influence, donc forcément par un écosystème centralisé, etc. Ouais, etc. C'est pour ça que je parle de pieux. C'est pour ça que je pense que le vrai sujet, et il y a un sujet de compétences par rapport à ça, je pense, dans l'écosystème crypto, c'est que on ne va pas pouvoir continuer à bricoler longtemps avec des demi-solutions, quoi. Là, l'Europe, je suis désolé, avec leur réglementation complètement folle, sont juste en train de tuer toute possibilité crypto, point. Donc déjà, ça ne va pas se passer en Europe. Après, à quel endroit on peut lutter, à quel endroit on peut parler. Il y a quand même des régulateurs dans ce monde, Singapour, Hong Kong, Dubaï, peut-être les États-Unis si Trump est élu, qui ont une oreille un peu plus souple. Et le problème,
c'est que j'ai l'impression qu'on ne pousse pas assez. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que le monopole bancaire n'existe pas aux US. S'il n'existe pas aux US, on pourrait très bien, tu vois, signer des pétitions pour supprimer le monopole bancaire. Mais elle est où la pétition en Europe pour supprimer le monopole bancaire? Les entrepreneurs ne sont même pas conscients du problème. Ok, je suis d'accord. Sauf que en réalité, même aux États-Unis, même à Singapour, la puissance des lobbies bancaires est Ouais, tellement phénoménale que, c'est phénoménal. Je suis d'accord. tu vois, qu'en réalité, c'est pour ça que je parlais de vœux pieux, Ouais. c'est parce que dans l'absolu, c'est intéressant. Maintenant, dans l'applicabilité de la chose, tu vois, je suis un peu plus sceptique sur la réalisation du truc. Aux US, il y a un candidat politique qui comprend ça mieux que personne. Et avec un niveau de détail vraiment impressionnant, c'est Vivek. Il est dans l'équipe Trump. Sa patte est obvious dans tout ce que Trump raconte sur le sujet. Je pense qu'il raconte pas toujours, il raconte pas toujours des choses. Enfin, tu vois, Oui, je pense que Trump comprend pas trop. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord là-dessus. Mais il y a un mec derrière qui a une ligne et une colonne vertébrale très, très, très solide sur ce sujet-là, avec une intelligence très profonde sur ce sujet-là. Je sais pas, j'ai de l'espoir. Mais il va falloir des gens comme ça, en fait. Il va falloir des gens de ce niveau-là dans le système, en fait. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas plus de gens du monde de la crypto qui s'engagent en politique, c'est problématique, en fait. On a depuis Pierre Persson, je crois qu'on n'en a pas, parce qu'il maîtrisait quand même son sujet. On a vraiment, vraiment, vraiment les hommes politiques qu'on mérite et on est vraiment à l'ouest, quoi. Après, concernant les banques, aujourd'hui, elles investissent la crypto. On voit Société Générale avec Forge. On voit aussi les régulateurs qui aujourd'hui sont essentiellement accompagnés, j'utilise un terme neutre, par les institutions bancaires dans le cadre de la rédaction des réglementations, etc. Et en fait, le problème, c'est que les acteurs de la crypto, en fait, c'est une somme d'individus qui essayent tant bien que mal de faire du lobbying. On voit Asher, on voit Alexandre Stachenko, on voit Claire Balva, qui essayent, avec la DAN notamment, d'influer, de peser un peu sur le débat. Mais la réalité, c'est que le dernier mot, de toute façon, est politique et in fine législatif. Mais quand bien même on a vu une candidate Bitcoin aux législatives, bon, tu vois, non mais c'est cool, hein, mais je rejoins Arnaud sur le côté pieux. Et puis, je vais te le formuler. Sur revenir sur les pays émergents, pardon. Je vais juste, excuse-moi, vas-y. formuler ça comme ça. Je répondrai après, vas-y. Je pense que les cryptos sont un sujet à la fois politique et technique, et il est impossible d'avancer technologiquement profondément sur les cryptos si on n'avance pas législativement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Oui. En France, évidemment. Europe. Non, mais en Europe en général. Non, mais évidemment. La réglementation est, je pense, je sais pas, après, bon, Jérémy, on peut être en désaccord, mais, et je dis pas ça par déformation professionnelle, mais je pense que la question de la réglementation, elle est déterminante. Ouais, c'est un sujet où la réglementation est déterminante. On n'est pas en train de faire des réseaux sociaux ou des machins qu'on peut faire dans notre coin pendant des années avant que le régulateur se réveille. On est dans un sujet où le régulateur se réveille année 1. Oui, mais pourquoi? Oui, mais du coup, il faut comprendre pourquoi. C'est parce que on est quand même dans une logique où, en tout cas, quand on parle de régulation crypto, où on va gérer l'argent des autres. Et que depuis la nuit des temps, quand on est dans une logique où on doit gérer l'argent des autres, c'est pas complètement anormal que sur le principe, on soit à minima contrôlé. Donc, je pense que ce sujet a pas non plus, a aussi un peu de sens. Tu vois où ça va, ce que je veux dire, ou pas? Je ne nie pas, je dis juste que le résultat n'est pas à la hauteur du sens. Qu'il y aurait des moyens, que si on avait une véritable liberté là-dessus et une plus grande fluidité, on aurait une forme de protection par la réussite et pas une forme de protection par l'échec. Ouais, ok. Et là, on en revient à ce débat, on va dire, qui existe depuis plusieurs années, si ce n'est plus encore, qui est de l'objectif des régulateurs, le seul objectif des régulateurs, et encore une fois, il n'est pas complètement incompréhensible à la base, c'est de protéger les gens. La question, c'est que tu peux pas protéger tout le monde. Et donc, à un moment, c'est toujours une question de curseur. C'est où tu places le curseur en réalité. Là, on a un curseur où on considère que les gens sont dans l'incapacité la plus totale de pouvoir comprendre eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Peut-être que en faisant des réglementations moins fortes et d'un autre côté en améliorant l'éducation financière des gens, par exemple, hein, c'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas un minimum d'éducation sur le sujet. Peut-être qu'on trouverait un équilibre plus intelligent que de partir du postulat que les gens sont des assistés et qu'en réalité il faut une réglementation qui
contraignent tout parce qu'on considère que les gens ne sont pas à capacité de comprendre par eux-mêmes. Parce que le sujet, il est là aussi. Ouais, exactement. Je pense que là, c'est toi, et là, je vais reprendre une expression qui a fait réagir Oussama quand tu parlais d'idiot utile. Pour moi, là, c'est celui qui pense comme toi, Arnaud, qui est l'idiot utile du système. C'est-à-dire qu'au prétexte de vouloir protéger, en vérité, on veut contrôler. Et ça, évidemment. Non, mais alors, attends. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais alors, déjà, c'est même les deux souliers. Prétexte, et il y en a un autre qui est la finalité. Non, mais attends. Je ne suis pas un idiot utile parce qu'un idiot utile, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est utilisé. Moi, tu vois, si je peux me permettre, c'est-à-dire que là, je suis peut-être un idiot, mais je ne suis pas utile en ce sens que je suis conscient qu'on m'utilise. C'est-à-dire que je sais qu'en tant qu'avocat qui va travailler sur de la réglementation, je suis un peu le bras armé de cela. Je sais très bien, effectivement, que l'objectif, c'est de protéger, et je pense qu'ils ont vraiment… Sincèrement, Oui, je pense, ouais. Okay. Et je vais te dire un truc, je pense que en fait, ils sont même obnubilés par ça. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que si demain, tu sais, regarde, en 30 secondes, si on prend MiCA, par exemple, MiCA, la réglementation européenne, on a plusieurs fois parlé ensemble, Jérémy, dans les lives Twitter. Quand tu prends le mindset, les travaux parlementaires, etc., au moment où ce texte était en train d'être travaillé, est arrivé FTX. D'accord? Bon. Et tout de suite, il y a eu un renforcement, ils se sont tendus, en fait, très fortement, parce qu'ils ont dit, il n'est pas question que nous, Européens, on ait un FTX en Europe. Et c'est là où ils ont mis un coup d'accélérateur. Ils ont dit, OK, clairement, on veut que finalement ce qui se passe dans l'écosystème crypto soit ce qui se passe dans l'écosystème bancaire, parce que ces gens-là pensent que les banques sont, semble-t-il, à l'abri de toute difficulté. Je pense que l'histoire… On t'a perdu, Arnaud. Ah, pardon, je crois que l'histoire récente a démontré que les banques n'étaient pas une garantie absolue de protection pour les investisseurs. C'est là où je pense que c'est naïf de penser ça. Et pour moi, ce n'est pas la protection des consommateurs, leur obsession. Loin de là, je pense que la réalité, c'est le contrôle, lutter contre l'évasion fiscale, lever l'impôt, c'est important évidemment, surtout en ce moment, favoriser justement ce monopole bancaire qui ne veut pas effectivement que des transactions ne passent pas par elle. Et je pense que c'est plus ça la priorité du régulateur, du législateur, de la Commission européenne et de nos politiques zélées, plutôt que réellement la protection des populations ou même le financement du terrorisme, quand on sait qu'en réalité, il est financé de façon infinitésimale par la crypto et qu'à côté, ils ne font rien pour le vrai financement du terrorisme qui se fait par d'autres moyens. C'est pour ça qu'en fait, moi, je suis peut-être un peu plus complotiste que toi sur le sujet, peut-être. Je ne sais pas si être complotiste. Après, moi, je ne dis pas que tu as tort. Ouais, moi, je ne dis pas que tu as tort. Je dis juste qu'en réalité, tout est lié et que je ne pense pas qu'il faille partir du postulat qu'ils ne veulent pas protéger. Je pense qu'ils ont cette logique-là de protection, mais par contre, évidemment, en protégeant… Et s'ils voulaient protéger, dans ce cas-là, ils renforceraient beaucoup plus la réglementation sur les banques, notamment après ce qui s'est passé en 2008. Dans ce cas-là, ils feraient des vraies actions contre les vraies menaces, alors qu'on voit très bien l'évasion fiscale, toutes les affaires concernant les grosses banques françaises et européennes et suisses, etc., on les découvre 10 ans après. Donc, si vraiment ils avaient envie de lutter contre ça, ils auraient mis autant de moyens qu'ils ont mis dans MiCA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Oussama, de ce sujet? Moi, pour avoir fréquenté un peu les institutions, etc., et avoir été au cœur de la machine, je me suis rendu compte que les gens, ils faisaient toujours ce qu'il y avait écrit sur leur carte de visite. Et que quand tu donnais à un mec le boulot de réglementer, il réglementait. Et en fait, il s'en fout du besoin, du machin, et il pense qu'il… Pendant le Covid, il y a eu… Ils sont pas venus par une idéologie, ce sont que des faiseurs. Bon, par contre, ça, c'est vrai. Ça, je pense que c'est tout à fait… Je pense que c'est… J'imagine pas à quel point il n'y a plus d'idéologie dans toutes ces institutions. C'est des gras de papier. Pendant le Covid, il y a un directeur central d'administration qui a fait une notice Covid pour les prostituées et qui a fait donc la réglementation sur comment les prostituées devaient se comporter pendant le Covid, avec première phrase dans la notice, c'est rester à 2 mètres de votre client. Le mec ne voit même pas le problème, en fait. Tu vois, il se lève un matin, et il écrit ça, parce qu'il est directeur général de la santé, je sais pas quoi, et c'est son rôle de faire des directives. On pond des milliers et des milliers de directives qui ne sont lues que par ceux qui les écrivent. Et ça devient… En fait, le problème, c'est que tous ces gens ont un travail. Il est là le problème fondamental. Si ces gens n'existaient pas, il n'y aurait pas
ces sujets-là. Le code du travail en France, c'est je ne sais pas combien de pages, parce qu'en fait, il y a des milliers de mecs qui écrivent des lignes. En fait, s'ils n'étaient pas là à écrire des lignes, le code n'existerait pas. En fait. Et je pense qu'on sous-estime à quel point tout ça est très, très, très nocif. On a laissé pendant trop d'années, trop de gens avoir le pouvoir d'écrire des notes, des rapports, des circulaires, des fiches, Enfin, c'est étouffant, c'est scandaleux en fait. Et je pense que là où tu as raison, c'est qu'il y a des gens qui ont des narratives et qui arrivent très 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 bien à naviguer ça. L'exemple que je donne tout le temps, moi, en lobbying, que j'adore, qui montre à la fois la passion des réglementations et la malfaisance des réglementations. Vous voyez ce que c'est l'air liquide? L'entreprise du CAC 40? Oui, mais l'air liquide, elle s'appelle Air Liquide parce qu'elle fabrique de l'air liquide. Ok, ouais. D'accord. Air Liquide est en quasi-monopole en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent à créer un pur, on va dire des bêtises, ils arrivent à faire de l'air liquide pur à 99%. Est-ce que l'air liquide à 89% est dangereux? Non. Mais la norme est à 99% parce que personne à l'étranger n'arrive à faire à 99%. Comme ça, ils sont en monopole. Et en fait, le gras de papier qui s'est fait manipuler pour créer cette truc, il s'est même pas rendu compte. Tu vois, lui, il s'est dit, bah voilà, la qualité, c'est 99. Il se rend pas compte qu'il est en train de créer un monopole. Mais les mecs, les lobbyistes chez Air Liquide, eux, ils s'en rendent bien compte. Donc en fait, c'est un système à deux portes. Tu as d'un côté des gens qui écrivent beaucoup de choses sans trop comprendre ce qu'ils font, de l'autre des gens qui sont très 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 implémentés dans la narrative. Et pour te dire, la dinguerie, je crois qu'il commence à y avoir prescription, donc je peux commencer à raconter cette histoire. On me prendra encore pour un mytho, mais Alors, tu sais quoi, j'avais prévu en fait à la fin de je l'émission. m'en fous. Non, mais j'avais prévu de la faire à la fin de l'émission, mais on va le faire maintenant. En fait, j'avais prévu à la fin de dire voilà, écoute Oussama, puisque tout le monde dit que tu es un mytho, beaucoup en tout cas, tu vas nous raconter une histoire que tu n'as jamais racontée ailleurs et on va devoir deviner si oui ou non c'est vrai ou c'est faux. Et bien, tu sais quoi, on va le faire maintenant. Bon, bah, le problème, c'est que je t'ai déjà spoilé qu'elle était vraie. Mais En vrai, je me doutais bien que ça allait être une vraie histoire un peu folle, donc vas-y, c'est pas grave. Mais grosso modo, en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que si on connaissait les bons assistants parlementaires et qu'on avait un agenda vraiment très précis sur les lois à écrire, etc., on arrivait à passer dans les fameuses navettes parlementaires, là où les wagons et ça, des amendements qui arrangeaient nos startups. Et on avait mis en place tout un dispositif. On a réussi à le faire une fois, on n'a pas réussi à le faire 10 fois, mais on s'est rendu compte du pouvoir du lobbying, en fait. C'est-à-dire qu'à 3h du mat', il y a un mec qui a lu un texte, ils l'ont voté, ils ne savent pas trop ce que ça foutait là. De toute façon, c'était avec plein d'autres trucs qu'il fallait valider. Et juste parce que tu avais la bonne relation avec le bon assistant parlementaire. Et moi, ça, sur le moment, ça nous a fait sentir vachement heureux. On avait gagné notre combat et la start-up a été avantagée. C'était sur un sujet que tu veux dévoiler ou pas du tout? Même si Bon, tu dis j'ai pas envie de spoiler la start-up, mais c'était un sujet de data. Okay. Le niveau de data. Mais après coup, pendant des mois, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette dinguerie, en fait? Parce que si des amateurs comme nous, on arrive à faire ça, les mecs en face qui sont organisés, mais qu'est-ce qu'ils arrivent à faire passer, en fait? Ouais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends un mec qui vient me dire, oui, mais c'est la loi, je n'en peux plus, moi, d'entendre la loi. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a que lex naturis, il n'y a que la loi de la nature. Mais surtout quand tu sais que la plupart des lois... La plupart des lois en France ont des transpositions du droit européen, et tu sais que le lobbying à la Commission et au Parlement européen sont oui, omniprésents. Quotidiens, omniprésents. On a des témoignages de parlementaires européens ou même de commissaires européens qui expliquent qu'ils tapent à la porte tous les jours. Et effectivement, oui, on se doute bien que le droit ne vient pas de nulle part. Il vient d'un conflit de différents intérêts. Et le législateur, il est là pour essayer, tant bien que mal, de concilier avec ses intérêts. Les siens, ceux de sa propre réflexion, ceux qui l'ont influencé, ceux qui l'ont informé, et même celui qui a rédigé in fine. Donc ouais, ça effectivement... mais c'est drôle comme anecdote, pour le coup. Mais tu n'as réussi qu'une seule fois, alors? Ouais, on a réussi. Petit joueur.
Tu vois, parce qu'en fait, mine de rien, c'est du Ça doit, travail. ça doit donner envie de le refaire quand on dit que c'est possible. Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup de Non? travail. C'est Ouais, ok. beaucoup de travail. Mais à nouveau, on n'avait pas les moyens, on n'était pas une grande boîte, on n'avait pas d'agenda. Ouais. Si on avait eu des moyens conséquents, ça aurait pu à un moment devenir intéressant. Mais encore une fois, c'est toujours le sujet du focus, de à quoi tu t'intéresses. On avait quand même l'avantage à The Family d'avoir une majorité de startups qui n'étaient pas concernées par les réglementations, la régulation. Enfin, Ok. ça reste plus facile de faire juste de l'argent quand même. Alors, on a parlé de pas mal de choses ensemble. Tu as annoncé en septembre dernier, il y a 1 an maintenant, que tu partais vivre à Dubaï. Ça fait 4 ans que je vis à Dubaï, mais ouais. Alors, tu as fait une vidéo en septembre dernier pour nous expliquer que tu allais partir à Dubaï. Mais peut-être qu'elle n'est pas bien datée alors. Mais je sais pas où tu les regardes, tes vidéos. Hein. YouTube, Ouais, mais septembre pas sur ma 2023. chaîne. Mais pas sur ma chaîne. Alors, admettons, tu es parti à Dubaï et dans ta vidéo, tu expliques que c'est en gros la meilleure ville du monde pour entreprendre, pour vivre, etc. Mais pour entreprendre, j'ai jamais dit ça, parce que je pense pas que ce soit la meilleure pour entreprendre. Mais pour vivre, c'est la meilleure de très loin. Ok. Alors, donc, tu as entrepris quand même là-bas, parce qu'en fait, ça va me faire une pirouette pour donner la parole à Arnaud sur le sujet. Entrepris là-bas, oui, je fais que ça, entreprendre là-bas. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux dire par entreprendre là-bas? Je comprends pas. Est-ce que tu as des boîtes qui sont domiciliées aux Émirats Arabes Unis, clairement? Bah, déjà, j'en ai une pour mon visa. Hein, puis non, c'est pas une. Moi, je trouve que c'est pas une juridiction très sympa pour incorporer. Moi, j'aime bien incorporer mes boîtes aux US. Moi. Ok. Les US restent pour moi le pays numéro 1 en termes de business, quoi, de très loin. Et tu as des conseils, Oussama, à donner, pardon, tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent quand tu reçois des entrepreneurs, quand tu leur fais des Better Call Us ou quand tu travailles sur le labyrinthe, etc. Est-ce que tu as des conseils à leur donner en termes parce que tu parles de la réglementation en disant, voilà, l'Europe, c'est compliqué, etc. Est-ce que tu leur conseilles une structuration internationale? Est-ce que tu leur conseilles de s'expatrier, etc. C'est quoi ta vision là-dessus? Ma vision là-dessus, c'est qu'il faut toujours vivre là où les gens qu'on aime sont. Ok, ça me semble un bon préalable. L'expatriation pour des questions fiscales et business, ça ne marche jamais. Soit tu es tout seul, jeune, et tu es prêt à partir à l'aventure et tu vas t'expatrier là où ça fait sens. Mais à partir du moment où tu as un bagage émotionnel, affectif, familial, etc., il faut être là où tu es heureux. Donc moi, Dubaï, ce n'est pas un choix business, c'est un choix de cœur. C'est l'endroit au monde où ma famille, mes proches, moi, on se sent le mieux. Je me suis jamais senti aussi bien dans un pays. J'espère qu'un jour, j'aurai le passeport émirati. Je ferai en sorte de rendre un service stratégique à cette nation et je ferai en sorte de rendre 100 fois ce que Dubaï m'a donné parce que c'est un endroit de paix, de tolérance, de savoir-vivre, de savoir-être. C'était un désert, c'est bootstrappé, je respecte beaucoup ça. C'est un pays d'entrepreneurs qui a des principes de design, qui a un état très minimum, qui a un rapport très sain à l'impôt. C'est tout ce que j'aime. C'est libertarien, c'est une dictature éclairée. Enfin, ça a vraiment toutes les caractéristiques que j'aime. Et donc, je me sens extrêmement reconnaissant d'avoir le droit de vivre là-bas. J'espère apporter à ce pays ma contribution. Maintenant, c'est un tout petit pays. C'est pas là-bas où tu peux incorporer une boîte qui a des ambitions mondiales. Alors, tu peux l'incorporer au sens juridique, fiscal, pour pas payer d'impôts, mais ça, c'est le sujet le moins important. Quand tu gagnes de l'argent, le sujet, c'est pas les impôts. La question, c'est où sont les talents, comment tu construis ta boîte, etc. Et je trouve que Dubaï, c'est un modèle qui est génial quand tu veux créer une boîte vraiment globale et remote. Si tu es prêt à être remote, si tu es prêt à avoir des gens un peu en Asie, un peu aux US, un peu machin, comme par exemple nous, dans les studios de dessin animé, on a des gens un peu partout dans le monde. Dubaï, c'est extraordinaire. C'est une simplicité administrative hors du commun. Il n'y a pas d'emmerde. Tout est simple, tout va vite. Par contre, c'est vrai que si tu es une startup, que tu veux lever des fonds, que tu veux des VC, le Delaware reste la Rolls-Royce de l'incorporation. Donc, si tu veux créer $1 billion, je te recommande quand même de t'incorporer au Delaware juste pour des questions de facilité juridique, d'instruments juridiques comme le SAFE, de facilité de gestion de la sortie, entrée des actionnaires, de pouvoir du board. Le Delaware est quand même un truc incroyable où le board est vraiment souverain, contrairement à la France où la SAS
a une trop grande importance à l'intuition personnelle et accorde beaucoup trop de pouvoir aux associés. Les US ont une culture du board of directors. Les associés élisent le board et le board décide de tout librement. Donc, quand tu es un entrepreneur et que tu as le contrôle du board aux US, tu as le contrôle de tout. Ok, et Oussama, c'est pas un problème pour les boîtes de The Family, tu leur avais toutes demandé d'avoir une holding au Delaware. Ouais, Pas forcément, c'est alors, pas un problème au niveau des investisseurs, parfois, notamment européens, d'avoir alors je vais te des dire, holdings comme ça dans je vais ce te dire une- pays-là. je vais te Je dire connais une- déjà la réponse, je te fais une question rhétorique, non, je mais connais la réponse, je sais, mais je vais te je me dire doute une bien. blague à laquelle tu t'attends pas. On a vraiment forcé personne à The Family, sachant que les Français, c'est les pires gens du monde pour leur faire ouvrir une boîte au Delaware. Hein. Les Français, c'est un peu le Français moyen qui est jamais sorti de France et qui représente la majorité des entrepreneurs, en fait, parce que ils font tous semblant d'être ouverts d'esprit, de machin, mais en fait, ils sont franco-français et ils sont là. La minorité a ouvert au Delaware, mais il n'y a pas grand monde qui a ouvert au Delaware et qui n'a pas explosé et réussi. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, les investisseurs qui refusent d'investir au Delaware, en général, c'est des investisseurs que tu ne veux pas dans ta cap table. Et ça crée un filtre magique, en fait. Ok. Donc oui, tu ne peux pas prendre d'argent BPI. Oui, tu ne peux pas prendre d'argent je ne sais pas quoi. Oui, Jojo, le business angel qui te pose 36 questions sur ton Excel en te demandant si ton business model il est raisonnable et tout ça, et qui t'enlève, quand il rentre dans la pièce, il t'enlève toute l'énergie et toute l'ambition. Et ben là, lui, forcément, il ne peut pas investir dans ta boîte. Et c'est là où le Delaware fait office de filtre, en fait. Après, PFIT ne s'est jamais incorporé au Delaware et a fait $1 billion. Je ne suis pas en train de dire que Vodou, Conto ne se sont pas incorporés au Delaware et valent des milliards. Il n'y a jamais rien qui est impossible. Il y a des questions de stratégie, clientèle, go-to-market. Il faut toujours être contextuel. Et ça, il y a un point hyper important, c'est que le contexte est toujours plus important que les principes. Ça, il faut que les entrepreneurs le comprennent. Ils peuvent entendre Oussama Ammar dire ce qu'il veut dans une vidéo, dire Delaware, c'est génial pour incorporer. Mais oui, mais le contexte est plus important. Et il y a des contextes, si ça se trouve, ton contexte est incorporé en Pologne pour avoir une licence MiCA parce qu'en ce moment, elles sont pas chères. Et donc, c'est peut-être ça ton contexte à toi. Et donc, tout ce que Oussama Ammar a dit qui est vrai pour 80% des startups, dans ton cas à toi, ne s'applique pas. Et c'est là où il faut toujours avoir son cerveau allumé et toujours faire attention à ce qu'on écoute et ce qu'on reçoit comme conseil. Ok. Moi, mon conseil, c'est que ce soit toujours d'équerre juridiquement Ouais, et fiscalement. exactement. Voilà, après, j'en Mais alors préviens. ça, Arnaud, parlons de ce sujet, parce que moi, j'ai une dent dure contre les avocats français qui considèrent que ce n'est pas d'équerre sous prétexte qu'ils ne connaissent pas. Avoir une boîte au Delaware avec une filiale française, c'est tout à fait d'équerre, il n'y a rien d'illégal. Combien d'avocats en rendez-vous ont sorti à mes entrepreneurs que c'était illégal? Non, alors, je vais répondre à ça. Je vais défendre la profession. Vas-y, Voilà. défends-moi cette profession. Je vais défendre la profession. En fait, si tu veux, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi, je travaille beaucoup sur des logiques un peu d'expatriation, etc. C'est dans la crypto, tu imagines bien que ça revient quand même assez régulièrement. Je Bien pense qu'il sûr. faut faire la part des choses. Il y a ce qui est effectivement manifestement illégal, c'est-à-dire faire grosso modo du blanchiment ou effectivement de faire de la fraude fiscale manifeste. Et il y a ce qui relève de l'optimisation. Et c'est vrai que lorsque tu vas dans des pays qui sont, par exemple, sur liste grise OCDE ou, pardon, GAFI, sur des pays qui ne sont pas coopératifs avec l'OCDE, par exemple, etc., bah, en fait, tu vas te mettre en risque. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas risquer demain d'avoir un contrôle fiscal ou une problématique X, Y, Z. Donc, moi, Bien sûr. je sais pas si ces avocats disaient réellement c'est interdit de le faire Mais c'est ou s'ils tout le déconseillaient point. fortement de le faire, ce qui est autre Non, chose. Tu vois ce que je veux dire? tout le point, c'est qu'ils déconseillaient fortement parce qu'ils ne savaient pas mettre au carré et qu'ils vendaient leur chapelle. Bon, ça c'est ok, mais ça c'est Mais ça, dans tous les métiers. c'est un point, Ouais. c'est vrai avec les comptables, Avancez, c'est vrai avec les avocats, si vous voulez bien. c'est vrai avec tous les gens qui vendent quelque chose, en fait. Ouais, ok. C'est pour ça que quand tu es entrepreneur, il faut être alerte et regarder les conflits d'intérêts. Merci pour cette discussion intéressante. On se dirige vers la fin de l'émission. J'aurais une dernière question. Tu as des positions assez, pour certains en tout cas, subversives sur des sujets de société. Tu as reçu récemment le Raptor, donc on peut parler d'écologie,
sur la politique, sur l'éducation, sur le rôle de la femme, sur le wokisme. Alors là, on n'aura pas le temps, évidemment, d'aborder tous ces sujets. Mais si on devait en choisir un, et je vais te poser une question, qu'est-ce qui, en 2024, sur des sujets de société, hein, qu'est-ce qui est peut-être ce qui te dérange on peut parler le racisme réel ou ressenti, tout ce que tu veux. Quel est le truc qui vraiment aujourd'hui te dérange le plus en 2024 et qui te ferait dire que c'était mieux avant? Je sais pas. On n'aura le droit qu'à un sujet parce qu'on Je- n'aura je- pas le temps. je- Donc prends ton temps. je vais te dire un sujet très étonnant, la liberté. Moi, je reçois tu vois, on me dit, tu vois, le Raptor, je sais pas quoi. Alors, les gens me croiront pas. Moi, tous ces gens, je les découvre en arrivant dans le studio parce que je regarde pas Je me YouTube. rappelle, Raptor, il a publié une vidéo très longue et que j'ai vue et que j'ai trouvé d'ailleurs passionnante sur l'escroquerie de l'écologisme Mm. et notamment liée aux émissions de gaz à effet de serre et du CO2. Donc, vous pouvez retrouver ça très facilement sur les réseaux. Et donc, j'ai vu il y a quelques jours, tu l'as reçu pour un podcast. Voilà, juste pour mettre du contexte. Ouais. Donc, on l'a reçu avant sa vidéo, hein, et on l'aurait reçu bien après aussi. Moi, je m'en fous que les gens soient d'accord avec moi. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient intelligents et qu'on puisse avoir une discussion sensée sans se taper dessus. Voilà, et ce qui est fou, c'est qu'en 2024, ça paraît complètement dingue comme position. Et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et je me suis rendu compte que la France a été un pays ultra libertarien entre 1815 et 1915, grosso modo. Et bizarrement, à peu près toutes les institutions sur lesquelles tout le monde s'appuie en ce moment datent d'à peu près cette période. Et la gloire et la glorieuse France, c'est quand même cette période-là. Haussmann, le développement, les industriels français, le Grand Palais, etc. Donc, j'aimerais bien qu'à un moment, on revienne à plus de liberté, bordel. Et je ne sais pas pourquoi les gens en France... C'est-à-dire qu'on a quand même la droite la plus gauchiste du monde. Hein. Moi, les gens de droite, ils me fascinent. Les gens de gauche me désespèrent. J'ai l'impression... Mais je ne sais même pas où je suis, moi, sur le spectre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui comprend, grosso modo, quoi que ce soit, à l'économie. On veut monter les impôts, on paye déjà 60% d'impôts. Moi, il y a un mec qui n'a pas réussi à résoudre un problème avec 60% de mon argent. J'aurais des grands doutes qu'il y arrivera avec 63% de mon argent. Je me dirais, écoute, rends-moi le pognon, frère, on va essayer de trouver une autre solution. Donc, vraiment, ça me dépasse tout ça. Si on t'écoute sur la notion de la liberté, je partage ton opinion. Donc, tu te positionnes plutôt sur un duo peut-être Trump-Musk sur la notion de la liberté, du libéralisme, voire du libertarisme. Mais même Trump, il n'est pas libéral. Il veut mettre des tarifs douaniers dans tous les sens, America First, machin. Non, je sais pas qui. Non, bon, il y a un homme politique en ce moment dans le monde qui représente mes idées, c'est Milei. Voilà. Donc, en Argentine. En Argentine, c'est lui. Avec réduction massive de la dépense, des déficits. Il veut réduire l'État au minimum et il l'attaque à la tronçonneuse. Voilà. Mais pour autant, il y a des droits de douane, il y a du protectionnisme. Donc, où ça? En Argentine. Oui, mais bientôt, il n'y en aura plus. Si Milei est cohérent, bientôt, il n'y en aura plus. Et il ne va pas tout changer du jour au lendemain. Non, mais ça m'étonnerait, sachant que c'est un revenu important et ça permet de préserver l'économie du pays. Non, j'y crois pas. Et d'éviter les inflations des pays. Pour avoir écouté tous ces discours là-dessus, son objectif final, c'est bien sûr de supprimer ça pour mettre en concurrence l'industrie argentine avec le reste du monde. Ok. On le veuille ou non, le libre-échange a créé de la paix, a créé de la prospérité. Les gens qui viennent nous dire ça a fait des délocalisations, des machins, des trucs. Ouais, c'est vrai. Mais il n'empêche, la paix, c'est mieux. Le commerce, c'est incroyable. Les échanges, c'est fabuleux. Et l'interconnexion des économies des peuples, c'est une source de paix immense. Et le protectionnisme qu'on est en train de vivre en ce moment est en train de ramener des possibilités de guerre qu'on n'aurait pas imaginées. Et moi, le fait que... Par exemple, il n'y a pas de droit de douane entre les pays. C'est-à-dire que notre économie, nos normes écologiques, sociales sont mises en concurrence avec des pays qui ont des économies qui sont complètement différentes des nôtres. Et ça, pour toi, c'est sain? Bien sûr. Okay. Évidemment. Parce qu'en fait, encore une fois, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est quelles sont nos normes, comment on se comporte par rapport aux normes. Je veux dire, 80% de nos normes sociales, écologiques, etc. sont excessives. Enfin, c'est pas... Mais donc, on est en concurrence avec des pays qui ont des normes qui le sont beaucoup moins. Et donc, ça crée
une concurrence déloyale avec l'étranger. Donc le Ouais, problème, ouais. c'est pas des droits de douane. Non, mais je pense que c'est pas un sujet de droit de douane. Je pense que c'est un sujet plus général de rapport à la liberté et de rapport à l'innovation et de rapport à la création de valeur. On a complètement oublié ce qu'est la création de valeur. Ouais. Les gens se comportent comme si créer de la valeur, c'était un truc magique, sorti du chapeau, quasi ésotérique en fait. Oussama, juste pour la petite histoire, je comprends ce que tu dis. Bon, je ne partage pas nécessairement ton avis, mais je respecte ta position évidemment. Par contre, tu pars d'un postulat, en fait, ton logiciel il part du postulat que les gens sont de manière générale, voire globale, voire essentialisés, comme étant en capacité de pouvoir créer de la valeur facilement, aisément, parce qu'ils en ont les compétences ou qu'ils en ont l'envie. La réalité, c'est que si justement l'État est là, aussi un peu, c'est aussi pour, en tout cas, c'est là où peut-être très vraisemblablement d'être désaccord. Et si l'État est là, c'est que vraisemblablement on n'est pas tous au même niveau, si je puis dire, en termes et de volonté d'ailleurs. C'est pas qu'une question de niveau d'ailleurs, mais plus largement, c'est une question de volonté d'aller créer de la valeur. Et qu'à un moment, sinon on va se retrouver avec des inégalités encore plus importantes qu'elles ne le sont déjà, et elles sont déjà. J'y crois pas du tout. Dieu a mis les vaches en Normandie parce que les mecs là-bas aimaient le camembert. Je pense pas que ça marche dans ce sens-là. Je pense que ça marche dans l'autre sens. Je pense que il y a un moment, quand les gens n'ont plus le choix, quand les gens sont face au mur, quand les gens sont vraiment, vraiment dans la merde et qu'ils passent pas leur temps à imaginer que quelqu'un va les sortir de là, ça crée des trucs magiques. Et moi, tu vois, je viens d'un pays qui est le Liban, où les gens ont commencé à sortir des solutions. Regarde, prenons un exemple que j'ai vécu. Moi, ça fait depuis 1998 que je dis à ma mère de mettre des panneaux solaires au Liban. Non, c'est compliqué, c'est machin, un truc. Bon. Les panneaux solaires augmentent en technologie 2008, 2015, 2016, 2018. Ça devient vraiment, vraiment cheap, les panneaux solaires. Personne n'installe de panneaux solaires au Liban. Le pays s'écroule, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Et d'un seul coup, toutes les boîtes de panneaux solaires, elles font un carton. Et tout le monde a installé des panneaux solaires au Liban, hyper rapidement. Et c'est en train de devenir une des économies les plus solarisées du monde. Parce qu'en fait, les gens ne savent bouger que quand c'est fini, quand c'est la merde, quand c'est le bout du train. Et en fait, tu donnes 400 balles à un mec, il reste à 400 balles. Tu lui donnes 0, il monte à 3000. Ok, mais les États-Unis, c'est un peu ce que tu nous racontes. Les États-Unis, ils ont un HPI qui est plus élevé que le nôtre. Ils ont un taux de couverture médicale plus élevé que le nôtre. Ils ont une probabilité de mourir du cancer moins élevée que la nôtre. Et toutes les images qu'on a des États-Unis comme un pays où les gens meurent dans la rue en crevant de faim, c'est faux. Ouais, enfin, aux États-Unis, d'accord, mais aux États-Unis, tu as quand même des centaines, des milliers de personnes qui, en Californie, dorment dans leur voiture, tu vois. Donc, c'est ça aussi la réalité. Parce que, mais c'est pas vrai. Tu n'as pas des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue, dans la voiture. Centaines de milliers, je sais pas, j'ai pas dit centaines, mais j'ai dit tu as des milliers, vraisemblablement des milliers de personnes. Non, pas centaines de milliers. Des milliers, oui. En fait, si tu veux me dire qu'un système comme ça exclut 5% des gens pour 95% de bien-être, je paye ces 5% avec plaisir. Je suis pas sûr que la proportion, elle soit de 5 et 95. Les US, ça n'a pas l'air d'être une proportion bien supérieure. Il faudra regarder les chiffres en détail. Mais moi, à chaque fois que j'entends les Français parler des US, j'ai l'impression qu'ils parlent d'un pays infernal. Et quand tu vas aux US... oui, mais enfin, d'accord. Non, mais c'est encore une fois, tout est question de proportion, tu vois. Oui, mais justement, c'est quoi la proportion? Est-ce que c'est 20% de la population qui est sacrifiée? Est-ce que c'est 5% qui est sacrifié? Et on ne peut pas avoir un système qui marche pour tout le monde. Et je préfère un système qui crée de la valeur, qui se sustain, qui permet aux gens de développer, de prendre leur avenir en main. D'ailleurs, dans la plupart de ces pays, tu vois, au Liban, il n'y a pas de clochard parce qu'il n'y a pas de système social. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, on a tellement mis la solidarité sur le dos de l'État que les gens ne prennent plus leurs responsabilités familiales, ils ne prennent plus leurs responsabilités amicales, ils ne prennent plus leurs responsabilités sociales au sérieux, quoi. Ouais, mais je pense, tu vois, encore une fois, je comprends ton point, je pense qu'il est partiellement exact, c'est-à-dire qu'il y a, ça joue, mais qu'on ne peut pas, tu vois, partir du postulat que nécessairement les sans domicile fixe, c'est parce qu'il y a un système social qui a des sans domicile fixe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu as des accidentés de la vie, des gens comme ça. Donc, je pense que c'est une question de mesure. Le système américain est hyper intéressant. Il y a beaucoup de valeurs. Il y a Johan qui nous dit que le ratio de pauvres aux US est 11,6%. Ah, ok. Si c'est le prix à payer. Non, après, c'est pareil. Beaucoup quand même. Hein. Mesure c'est moins qu'en France. Hein. Ouais, mais c'est énorme. Tu vois, très proche du seuil de pauvreté. Voilà. Ouais, mais c'est combien en France?
sais pas, il faudrait regarder. Yoann, Mais... Yoann, tu peux nous dire combien c'est en France? En fait, Ouais, voilà. la mesure du taux de pauvreté, elle est faussée, puisqu'en fait, le minimum de salaire, il a été multiplié par 2 pour estimer le taux de pauvreté, alors que le niveau de vie, lui, a augmenté beaucoup plus. Donc, bon, en tout cas, c'est intéressant parce que ça pose la question de l'assistanat. Ça pose la question de libérer les forces productives et en même temps de permettre à des gens qui ne produisent pas de pouvoir quand même vivre correctement. Alors, je comprends Arnaud qui se met du côté de ceux qui ne font rien et qui n'ont rien. Attends, 2 Comment il secondes, t'a 2 collé, secondes. comment il t'a collé l'étiquette? Ouais, voilà, enfin, après l'idée ultime, tu m'as mis l'étiquette. Non, mais alors attends, Allez, boum. je veux... Non, Ouais, mais voilà, exactement. il faut Arnaud, Arnaud, tolérer sourciller. le Allez, discours 14,5%. En faut France, tolérer- 14,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, pour un système étouffant qui nous ruine tous, on a 3% de pauvres en plus. En tout état de cause, l'idée, effectivement, c'est d'être capable. Aux États-Unis, par exemple, il y a un matelas pour les très, très pauvres et un matelas pour les très, très vieux. OK ? Et puis, entre les deux, faut se démerder. Mais effectivement, il y a 2 visions de la société. La vision d'Oussama qui dit, en gros, effectivement, quand tu n'as pas le chômage pendant 2 ans, avec 60% à peu près de ton brut pendant 2 ans, en faisant rien et en cherchant pas de travail parce que personne ne te contrôle, tu n'as pas forcément intérêt à te bouger le cul. Et puis, tu as l'autre côté des gens qui, effectivement, sont des accidentés de la vie, parce que ça, il y en a, évidemment, et cela, effectivement, on peut le comprendre. Donc, je pense que c'est une jauge à définir. Oui, mais sauf que justement, quand on discute avec Oussama, c'est pas une jauge à définir, c'est qu'il faut pas de jauge du tout. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, c'est pour ça que cette logique à la Musk, etc., parce que c'est la même logique en fait, en réalité, c'est laissez-moi tranquille, faire mes trucs, développer mes IA sans qu'on m'embête avec des réglementations, laissez-moi faire un peu ce que je veux. L'intelligence artificielle, Musk. Laissez-moi licencier 1500, 2000 gars en vidéo en 3 minutes parce que j'ai pas le temps, etc. Bon, peut-être que encore une fois, je dis juste qu'il faut trouver un point d'équilibre et que je serais pas dans une logique qui consisterait à l'État par principe à considérer que tout est mauvais. Simplement, peut-être que sa présence est effectivement surabondante et qu'il faudrait trouver un curseur à placer un peu différemment. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est une question de mesure. Voilà, on peut pas être d'accord. On va passer à la dernière partie de l'émission, même si on pourrait évidemment continuer à discuter pendant des heures. J'ai préparé une petite liste de questions, Oussama. Il va falloir répondre très rapidement, soit par oui ou par non, soit en une seule phrase. Tu verras, en fonction de la question, ça s'imposera d'elle-même. T'es chaud ? Ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Prof. Bitcoin ou Ethereum ? Bitcoin. Bitcoin ou Solana ? Bitcoin. L'IA, ça te fait peur, ça te passionne ou les deux ? L'IA, ça me passionne et ça me fait très 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 peur. Est-ce qu'il faut forcément échouer pour réussir ? Non, on apprend plus de ses succès que de ses échecs, contrairement à ce que tout le monde dit. Tu crois aux extraterrestres ? Je ne dirai rien. C'est vrai ? Tu veux pas répondre ? Non, c'est une blague. C'est très très littéral, toi. T'as quand même pas répondu, ça va. Donc, oui, j'y crois. Est-ce que la France, elle est raciste selon toi ? Très. L'argent fait-il le bonheur ? Indéniablement plus que tout le reste. T'étais bon en maths à l'école ? Pas dans tous les maths, mais j'étais très 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 bon en proba et en analyse. Est-ce que ta famille, elle a souffert de tes frasques, de tes histoires, ou est-ce que tu as réussi à la préserver ? Assez peu. J'ai plutôt bien réussi. C'est surtout les plus petits qui ont souffert à l'école, tout ça. Est-ce qu'on est plus déçu en famille, en amour ou en amitié ? Aucun des trois. Jamais déçu des gens ? Non. Non, parce que même quand ça se passe mal, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'amour. De quoi tu as le plus peur ? Du réchauffement climatique, de la mort, de la prison ? Du réchauffement climatique, de la mort ou de la prison. J'ai plus peur de la mort. Ok. Normalement. Je sais pas. C'est quoi le truc dont tu es le plus fier ?
Je suis fier de rien. J'oublie tout ce que j'ai fait de bien. J'ai pas de grande nostalgie. J'ai pas trop ce sentiment de fierté. J'ai l'impression d'être une failure permanente. Et alors, qu'est-ce qui est la chose que tu regrettes le plus? J'ai pas de regrets. Les regrets, c'est veut dire que tu pourrais changer le passé. Je m'en fous. D'ailleurs, je me souviens assez peu de mon passé au fond. C'est assez flou. Je me consacre beaucoup au présent. Et je pense qu'il faut vivre très très intensément dans le présent parce que toutes les autres formes de temporalité sont des illusions. On va faire un jeu en pourcentage. Quelle est la part de l'inné et de l'acquis selon toi? 50-50. Du travail et de la chance? 50-50. De l'intuition et de la logique? Mmh. Alors, 99-1 dans les deux cas. C'est-à-dire que c'est comme si les gens avaient des logiciels et c'est dur d'avoir ce truc à l'équilibre. J'ai rarement vu des intuitifs logiques. Je crois pas un jour avoir rencontré quelqu'un à 50-50 sur ce sujet-là. Je trouve que les gens sont vachement 99-1 là-dessus. Et toi? Intuition 99 et logique 1. Est-ce que tu as gardé des amis d'enfance? Non. Tu préfères Musk, Bezos ou Jobs? Non, Jobs. Jobs, c'est mon dieu. Une histoire que je raconte de façon assez émouvante. Je vivais en Californie quand il est mort et j'ai vraiment eu l'impression d'assister à la mort d'un dieu. Tu as fait quelque chose? J'ai pleuré. Ok. Tu crois au destin? Ouais, clairement. C'est réel le destin. C'est au sens viking du terme. C'est-à-dire que la différence entre le destin viking et grec, c'est que les Grecs ont l'idée que le destin, tu peux pas y échapper. Ok. Alors que les Vikings pensent que le destin, tu le forges, même si à un moment ou un autre, il te rattrape. Donc je crois beaucoup au fait que tu forges ton destin. Mais la légende et le destin, c'est réel. Enfin, il y a quand même des gens plus légendaires que d'autres. Ok. Qu'est-ce qui t'est le plus arrivé? Te tromper ou tromper les autres? Me tromper de très loin. Je passe mon temps à me tromper. Quand tu fais des choses, enfin, c'est tellement dur d'avoir raison. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'un mec pour nous expliquer qu'Elon Musk est un nul. Il a listé toutes les fois où Elon Musk il a dit un truc, ça s'est pas passé. Et la vidéo, elle dure 20 minutes. Et ça m'a fait mourir de rire. J'ai eu un fou rire pendant 20 minutes. Je me suis dit, il y a vraiment un mec qui se croit intelligent dans sa petite vidéo YouTube de se croire qu'il vaut plus que Musk parce qu'il s'est pas trompé. Non, quand tu fais plein de choses, tu te trompes beaucoup. C'est tellement dur d'avoir raison. C'est tellement rare d'avoir raison. Qu'est-ce que c'est avoir raison? Comment? Et puis, qu'est-ce que c'est avoir raison? Ouais. C'est hyper... aussi... en plus, tu pointes un point très, très vrai qui est que des fois, tu gagnes alors que tu n'as même pas raison. C'est juste une différence de perspective. Parfois, pas toujours, sauf quand c'est factuel, évidemment, mais ça peut être une différence de perspective. Merci beaucoup, Sama. Plaisir. Merci d'avoir inauguré cette émission. J'espère que tu as passé un bon moment. Super moment. Excellent, en tout cas. Et j'espère que ça permettra à celles et ceux qui nous ont écoutés en direct ou qui écouteront l'émission, évidemment, en replay, peut-être de te découvrir sous un jour nouveau. Et puis, je les invite évidemment à s'abonner à ta chaîne YouTube parce que je l'ai fait récemment. Et en vrai, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le journalisme citoyen, pour reprendre un peu l'expression d'Idriss Aberkane, mais d'autres aussi, bien sûr. Et en fait, pour moi, dans cette émission, tu fais un peu ça aussi. Tu invites des gens, tu lances des discussions et puis tu les laisses aller là où elles doivent aller et vous abordez des sujets divers et variés. Et avec une liberté de ton et de choix d'invités aussi qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être ce que je retiendrai de mieux dans ce que tu fais aujourd'hui. J'aime beaucoup et donc voilà, je vais continuer à regarder tes podcasts puisque voilà, c'est un truc que j'aime faire et j'en suis pas beaucoup, mais j'ai écouté certains des tiens et voilà, pour le coup, c'est petite note personnelle. Merci beaucoup. On peut vous laisser si vous voulez discuter tranquille, on peut pas vous déranger. Non, on a dit qu'on est sans filtre et sans concession, ça marche aussi pour les ça va, on l'a aménagé. On aurait pu être plus... On n'a évité aucun sujet, je crois. On a parlé de tout. Mais on s'échauffe, Jérémy, on s'échauffe. Voilà. Si vous voulez, dans un an, une fois que vous êtes vraiment... exactement, ce que j'avais envie de dire. Dans un an, tu reviens.
Dans un Alors, an, tu reviens, on se sera un peu chauffé, tu sais, et on se Par contre, prépare. faut que tu lances des nouvelles affaires, Oussama, parce que là, c'est bon, on a compris. Family, c'est bon, on en a trop parlé. S'il te Euh, plaît. Que, euh, que l'Éternel me protège de ça, s'il te plaît. on te souhaite, évidemment. Dernier truc, alors, je ne voulais pas en parler parce que tu as écrit 25 septembre. On a vu des petits dessins animés sur X. Tu veux nous lâcher une petite leaks avant qu'on coupe l'émission? Le 25, c'est bientôt, là. Je viens te raconter en exclusivité l'arc narratif de tout ça. C'est que, en fait, notre idée, c'est vraiment de faire une mini-série qui commence par le truc le plus con du monde, qui est le comique de situation. Donc, ça ne parle pas, c'est que des sketchs qui durent entre 8 et 15 secondes. Et en partant de ça, petit à petit, on va aborder des sujets de plus en plus grands. L'apparition du langage, l'éducation, les dieux. Et en fait, j'espère réussir à faire comme un Camelot qui commence par un truc léger et qui amène les gens vers quelque chose de plus profond. Et ben là, on commence par du très léger. J'espère qu'on amènera des gens plus profonds. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on réussisse à devenir viral sur le léger. Et donc, je pense qu'on est prêt. On va voir si ça marche ou pas. Puis si ça marche pas, on fera autre chose. Belle mentalité. Donc, rendez-vous le 25 septembre, c'est ça? Pour le début, pour les 6 premiers shorts. Ouais. Allez, bonne continuation, Oussama. Arnaud, merci. À bientôt. ravi. Tu veux... Vas-y. Non, mais non, plaisir partagé. Plaisir partagé, Jérémy, pour cette première. Et puis, écoute, ravi. Rendez-vous, du coup, dans 15 jours, alors, hein, c'est ça, parce que tu n'es pas disponible la semaine prochaine. Voilà, on n'est déjà pas fiable sur le côté hebdo. Je serai à Saint-Martin dans une semaine, dans l'avion, pour tout vous dire. Mais dans 2 semaines, ouais. Merci beaucoup, Oussama. Merci à tous. Allez, à bientôt. Merci à tous. Merci, très Oussama. bientôt. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Salut. Pour l'invitation. Salut, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.